Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Le désespoir a un son. C'est la voix tremblante d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi les grands ont cessé de se battre pour se mettre à pleurer. Le monde de Sophia Turner s'est effondré sur la 13e marche de la maison de son enfance. Ses genoux se dérobèrent alors que l'avis d'expulsion finale glissait de doigts qui avaient tenu trop de lettres de refus, trop de lettres de licenciement, trop de promesses parties en fumée. Les papiers de la saisie s'éparpillèrent autour d'elle comme des feuilles mortes, chacun marquant un autre rêve que la pauvreté avait dévoré à son insu. 6 ans. 6 ans que Nathan Caldwell avait choisi la fortune de la famille d'Amelia Harper au détriment de leur amour. 6 ans qu'elle avait découvert sa grossesse, 3 semaines trop tard pour le lui dire. 6 ans à s'épuiser au travail tout en élevant seul leur fils dans un monde qui semblait conçu pour écraser les mères célibataires sous le poids de choix impossibles. Maman, la voix d'Henri perça le brouillard de sa défaite. Son fils de 6 ans se tenait dans l'embrasure de la porte, son sac à dos Superman glissant de ses frêles épaules, ses yeux bruns les yeux de Nathan écarquillés par cette peur que les enfants ne devraient jamais connaître. « Maman, pourquoi tu es par terre ?» Elle essaya de répondre, essaya de convoquer ce sourire qui les avait portés à travers les expulsions, les réfrigérateurs vides et les nuits passées à dormir dans leur vieille Honda parce que les foyers étaient pleins. Mais la fracture à son pied gauche, celle qu'elle ignorait depuis des semaines parce qu'une consultation médicale coûtait de l'argent qu'il n'avait pas, choisit ce moment pour lui rappeler que certaines douleurs ne peuvent être surmontées par la seule détermination. Le monde bascula tandis qu'une agonie fulgurante lui remontait la jambe, et Sophia se retrouva à regarder son fils à travers un voile de larmes et un épuisement lancinant, jusqu'à l'os, qu'aucune nuit de sommeil ne pourrait apaiser. « Henri, mon chéri, il faut que tu appelles quelqu'un, murmura-t-elle, chaque mot représentant un effort monumental. « Appeler qui, maman ? » ?»« N'importe qui. Quelqu'un qui peut nous aider. » À 6 ans, Henri possédait cette intelligence sérieuse qui vient quand on grandit trop vite, de l'apprentissage de la lecture des visages adultes pour y déceler des signes de problème, de la compréhension que lorsque maman cumulait 3 emplois sans parvenir à payer le loyer, le monde était un endroit dangereux où les petites erreurs avaient d'énormes conséquences. Il trouva le téléphone de Sophia dans son sac, son écran fissuré reflétant la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par des fenêtres qui appartiendraient bientôt à des étrangers. Ses petits doigts firent défiler sa liste de contacts presque vide. Maria, leur amie qui les laissait parfois dormir sur son canapé. Le docteur Larson, le pédiatre d'Henri. Et une entrée simplement intitulée « N », qu'elle n'avait jamais eu le courage de supprimer. Nathan, le nom qu'elle avait murmuré pendant l'accouchement quand Henri s'était frayé un chemin dans le monde, le fantôme qui hantait chaque fête d'anniversaire où les pères des autres enfants applaudissaient sur le côté pendant qu'elle se tenait seule, le souvenir qui transformait chaque berceuse en un requiem pour la famille qu'ils auraient dû être. « Maman, je dois appeler la personne N », demanda Henri, son doigt planant au-dessus du contact. Le cœur de Sophia s'arrêta. Elle avait enregistré le numéro de Nathan 6 ans plus tôt, alors qu'il planifiait un avenir fait de pancakes le dimanche matin, de sapins de Noël et de vieillir ensemble dans une maison remplie de rire. Elle ne l'avait jamais appelé. La fierté et le cœur brisé s'en étaient chargés, mais elle ne l'avait jamais supprimé non plus, le gardant comme une cicatrice qui lui rappelait ce que l'amour pouvait coûter. « Je ne sais pas, mon chéri. Cette personne ne se souvient peut-être pas de nous. Mais si c'est le cas ? Et s'ils veulent nous aider ? » La foi dans sa voix brisa quelque chose dans sa poitrine. Voilà son fils, ce garçon magnifique qui avait appris à faire ses lacets, à lire des histoires avant de dormir et à réconforter sa mère quand elle pleurait, suggérant qu'il contacte l'homme qui était parti avant même qu'Henri ne prenne sa première inspiration. « D'accord, » murmura-t-elle, car parfois, la seule option qui reste est de s'abandonner. « Essaie d'appeler. » À 500 km de là, dans une salle de conférence étincelante de Chicago surplombant la rivière, Nathan Caldwell orchestrait l'affaire la plus importante de sa carrière. 2 milliards de dollars étaient en jeu alors que les avocats brassaient des contrats et que les cadres acquiesçaient à chacun de ses mots. Son téléphone vibra contre la table en acajou. Numéro inconnu. Il faillit refuser l'appel, mais quelque chose le poussa à répondre. Nathan Caldwell. « Aidez-nous, s'il vous plaît. » Le cri désespéré d'un enfant explosa dans le haut-parleur, faisant lever la tête à 20 costumes surpris. « Ma maman est tombée et elle est blessée, et je ne sais pas quoi faire. »« Calme-toi, » dit Nathan, le sang-froid du milliardaire se fissurant alors que quelque chose de familier s'agitait en lui. « Comment t'appelles-tu ?
Henry. Henry Turner. Ma maman a besoin d'aide, et vous êtes la seule personne dans son téléphone qui pourrait répondre. Turner. Le nom de famille frappa Nathan comme un coup. En arrière-plan, à peine audible mais sans équivoque, s'éleva le sanglot brisé d'une femme dont la voix hantait ses rêves depuis 6 ans. Sophia, murmura-t-il. Et 20 hommes puissants virent le visage de leur intouchable PDG s'effondrer, tel un homme assistant à la résurrection d'un mort. C'est le nom de ma maman? Elle ne me parle plus, et il y a du sang sur son pied. Henry, écoute-moi très attentivement. Peux-tu me dire exactement où vous êtes? À l'ancienne maison. Maman a dit que c'était sa maison quand elle était petite comme moi. La boîte aux lettres 10247 Maple Street. Nathan connaissait cette adresse. Il l'avait trouvée dans les registres de propriété lors de sa recherche désespérée de Sophia, qui avait duré 3 ans. Mais au moment où il y était arrivé, la maison avait été vendue, et les nouveaux propriétaires n'avaient aucune information sur l'endroit où elle était partie. J'arrive vous chercher tous les deux. Reste au téléphone avec moi, d'accord? D'accord, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai vraiment peur. Nathan était déjà debout, attrapant ses clés, tandis que 2 milliards de dollars de contrats gisaient, oubliés, sur la table en acajou. Parle-moi de ta maman, Henry. Est-ce qu'elle respire? Oui, mais elle pleure, et son pied a l'air vraiment mal en point, et elle n'arrête pas de dire qu'elle est désolée. Elle n'a pas à être désolée. Rien de tout ça n'est de sa faute. Alors que Nathan sortait en courant de la salle de réunion, laissant derrière lui des contrats valant plus que le PIB de la plupart des pays, il pressa le téléphone contre son oreille comme une bouée de sauvetage, écoutant un garçon de 6 ans décrire la femme que Nathan n'avait jamais cessé d'aimer. Sa Maserati rugit tandis qu'il pulvérisait toutes les limitations de vitesse en traversant Chicago. La voix effrayée d'Henry était sa seule ancre à la raison. « Monsieur, vous venez vraiment nous aider? » « Oui, je te promets que j'arrive. »« Tant mieux. Maman a vraiment besoin que quelqu'un prenne soin d'elle pour une fois. Elle s'occupe toujours de moi, mais personne ne s'occupe jamais d'elle. » Cette simple observation frappa Nathan comme un coup de massue. Pendant 6 ans, alors qu'il bâtissait un empire et assistait à des galas de charité, Sophia avait été seule, s'épuisant au travail tout en élevant leur fils avec rien d'autre que de l'amour et de la détermination. Leur fils, car en regardant la photo d'Henry sur l'écran fissuré du téléphone de Sophia, Nathan pouvait se voir reflété dans chaque trait du visage du garçon. Il les trouva sur ses marches familières, Sophia inconsciente contre la rampe. Henry était blotti à côté d'elle comme un ange gardien, serrant toujours le téléphone. Sa vue faillit le mettre à genoux. Elle était d'une maigreur douloureuse, ses courbes autrefois magnifiques sculptées par des années à choisir entre ses propres repas et les besoins d'Henry. « Vous êtes Nathan ?» demanda Henry, l'étudiant avec une intensité déconcertante. « C'est moi. Vous me ressemblez. On est de la même famille ?» La question resta en suspens, lourde de sens, tandis que Nathan soulevait doucement Sophia dans ses bras, choqué de voir à quel point elle était devenue légère. « On en parlera plus tard, mon grand. Pour l'instant, on doit emmener ta maman chez un médecin. » Alors qu'il filait vers le Northwestern Memorial Hospital, Nathan croisa le regard d'Henry dans le rétroviseur. Le garçon l'étudiait avec le genre de concentration solennelle qui suggérait qu'il était en train de résoudre une énigme que les adultes avaient tenté de lui cacher. « Monsieur Nathan, ouais. Merci d'être venu quand j'ai appelé. Maman dit toujours que personne ne viendra nous sauver, mais je crois que peut-être, elle avait tort. » Les mots brisèrent quelque chose dans la poitrine de Nathan, car il réalisa que pour la première fois en 6 ans, Sophia Turner avait absolument tort. Quelqu'un était venu les sauver, quelqu'un qui aurait dû être là depuis le début. Chapitre 2, Fractures et vérités cachées. Les blessures les plus cruelles sont celles qui n'apparaissent jamais sur les radiographies, les fractures du cœur qui guérissent de travers et vous laissent boiter à travers la vie, en attendant la prochaine rupture. La salle d'urgence du Northwestern Memorial Hospital bourdonnait d'un chaos maîtrisé, mais pour Nathan Caldwell, le monde s'était rétréci à la petite salle d'examen où Sophia gisait inconsciente sur un brancard, le visage pâle comme un clair de lune d'hiver et son pied gauche tordu à un angle qui lui serrait l'estomac de culpabilité et de rage. Grave fracture de fatigue, expliqua le docteur June Larson en accrochant les radiographies au négatoscope avec une efficacité clinique. L'os est fragilisé depuis des semaines, voire des mois. Elle a marché sur cette blessure sans traitement, ce qui explique pourquoi elle a finalement complètement cédé. Henry était assis sur la chaise en plastique à côté du lit, ses petites jambes se balançant nerveusement tandis qu'il serrait une brique de jus que les infirmières lui avaient donnée.
Nathan se surprit à étudier le profil du garçon, cataloguant chaque trait familier, tandis que son cœur martelait ses côtes comme un oiseau en cage cherchant la liberté. La ressemblance était indéniable. Henri avait exactement les yeux de Nathan, le même épi têtu qui avait défié tous les coiffeurs chics de Chicago, la même façon de pencher la tête lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Regarder cet enfant de 6 ans, c'était comme regarder des photos de lui-même enfant. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Henri, sa voix petite mais assurée. « Elle ira bien », lui assura le docteur June Larson, mais elle aura besoin d'un repos complet pendant au moins 10 semaines. Interdiction de prendre appui dessus pendant les 6 premières semaines, puis une rééducation progressive avec de la kinésithérapie. 10 semaines ? Nathan passa une main dans ses cheveux. Le geste que Henri imita inconsciemment. Et son travail ? Quel travail, monsieur Caldwell, l'interrompit doucement le médecin. Je dois être direct avec vous sur un autre point. Les radiographies révèlent que cette femme est gravement dénutrie. Sa densité osseuse est dangereusement basse, et il y a des signes de stress chronique qui suggèrent qu'elle vit en mode survie depuis une longue période. Les mots furent comme des coups portés à Nathan. Pendant qu'il concluait des contrats de plusieurs millions de dollars et collectionnait des trophées pour son sens des affaires, Sophia s'était lentement affamée pour nourrir leur fils. Elle travaille très dur, dit Henri d'un ton neutre, remarquant apparemment l'expression atterrée de Nathan. Elle nettoie des bureaux la nuit et sert des repas la journée, et parfois elle tape des trucs à l'ordinateur pour des gens. Elle dit que 3 boulots, ça fait 3 fois plus d'argent pour les choses importantes comme mes fournitures scolaires et de la bonne nourriture. 3 boulots, la voix de Nathan sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Et elle est super douée pour faire durer un peu de nourriture très longtemps. Comme une boîte de soupe qui peut nous durer 2 jours si on ajoute beaucoup d'eau et des crackers. Maman appelle ça étirer nos bénédictions. Chaque révélation innocente était un nouveau coup de poignard dans le cœur de Nathan. De la soupe étirée sur 2 jours. 3 boulots. Étirer les bénédictions. Pendant qu'il possédait 3 maisons et plus de voitures qu'il ne pouvait en conduire, son fils avait appris que l'amour pouvait se mesurer en cuillerées de bouillon soigneusement rationné. Henri, dit doucement le docteur June Larson, peux-tu me dire où vous avez vécu, toi et ta maman? Il y a plein d'endroits différents. Parfois on reste chez Maria, mais son appartement est vraiment petit et il y a déjà trop de monde. Parfois on dort dans notre voiture, mais maman rend ça amusant en me racontant des histoires d'aventure. Et parfois on peut rester au foyer du centre-ville, où il y a de la très bonne soupe et des gens qui lisent des histoires aux enfants. Nathan sentit une fureur meurtrière monter dans sa gorge. Des foyers. Des voitures. Son fils. Car Henri était son fils. Il en était absolument certain maintenant. Il avait été sans abri. Pendant que Nathan possédait un pantouse valant plus que ce que la plupart des gens verraient en 10 vies. Mais maman s'assure toujours que j'ai un endroit sur où dormir, continua Henri avec une loyauté farouche. Elle dit, la maison, ce n'est pas un lieu. C'est partout où nous sommes ensemble. Et on est toujours ensemble. Donc on est toujours à la maison. Cette simple philosophie de l'amour triomphant des circonstances frappa Nathan comme un coup de massue. Ce garçon de 6 ans avait été élevé pour trouver de la joie dans le sans-abrisme parce que sa mère avait réussi à créer de l'amour et de la sécurité à partir de rien d'autre que de la détermination et du sacrifice. Un faible gémissement venant du lit attira leur attention. Les yeux de Sophia s'entr'ouvrirent, d'abord flous, puis s'aiguisant en trouvant le visage inquiet d'Henri. « Mon chéri » murmura-t-elle. Sa voix était rauque à cause des analgésiques. « Ça va ? » « Je vais bien, maman. Nathan est venu nous aider. » Comme j'espérais qu'il le ferait. Le regard de Sophia se déplaça vers Nathan, et il vit chaque émotion traverser son visage en succession rapide. La confusion. La reconnaissance. L'incrédulité. Et enfin, une fureur si pure qu'elle aurait pu alimenter le réseau électrique de l'hôpital. « Toi » souffla-t-elle, luttant pour s'asseoir malgré le plâtre qui enveloppait maintenant son pied. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Henri m'a appelé. Il a trouvé mon numéro dans ton téléphone. Henri t'a appelé. » Sa voix monta dangereusement. « Comment as-tu eu mon numéro ? Je ne te l'ai jamais donné. Tu l'as enregistré il y a 6 ans, dit Nathan doucement. Quand nous étions ensemble. Tu ne l'as jamais supprimé, et Henri l'a trouvé quand il avait besoin d'aide. » Sophia le dévisagea comme s'il était un fantôme, matérialisé dans sa chambre d'hôpital. « C'est impossible. Tu as choisi Amelia. Tu as choisi l'argent de sa famille plutôt que nous.
Je n'ai jamais choisi Amélia plutôt que toi. Alors pourquoi n'as-tu pas répondu quand j'ai appelé? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes lettres? Pourquoi ton assistante m'a-t-elle dit que tu avais tourné la page et que tu ne voulais pas être dérangé par les appels d'ex-petites amies désespérées? La douleur dans sa voix coupa Nathan comme du verre brisé. Quels appels? Quelles lettres? Quelle assistante? Hélène quelque chose. Elle travaillait dans ton entreprise. Elle m'a fait comprendre très clairement que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi ou ma grossesse. Le sang de Nathan se glaça. Sophia, je n'ai jamais eu d'assistante nommée Hélène, et je n'ai jamais reçu d'appel ou de lettre de ta part. Jamais. Arrête de me mentir, la voix de Sophia se brisa sous le poids de 6 ans d'angoisse refoulée. Tu as fait ton choix. Tu l'as épousée. Je n'ai pas épousé Amélia. J'ai rompu nos fiançailles il y a 3 ans. Les mots frappèrent la pièce comme une force physique. Sophia devint très immobile, son visage passant par la confusion, l'espoir, et quelque chose qui aurait pu être de la terreur. Ce n'est pas possible. Henri, dit Nathan doucement, tu voudrais aller chercher une glace à la cafétéria? J'ai vu tout un congélateur en bas. Je peux vraiment? Maman dit d'habitude que la glace, c'est pour les grandes occasions. Aujourd'hui est un jour très spécial, l'assura Nathan, tendant un billet de 20 $ au garçon. Prends ton temps pour choisir un parfum. Après le départ d'Henri, qui sautillait presque face au luxe rare de choisir sa propre friandise, Nathan rapprocha sa chaise du lit de Sophia. Il faut que tu m'écoutes très attentivement, dit-il. Il y a 3 ans, j'ai engagé 5 détectives privés différents pour te retrouver. J'ai dépensé plus de 300 000 $ à chercher la moindre trace de l'endroit où tu étais parti. Ils sont tous revenus bredouilles, comme si tu avais complètement disparu de la surface de la Terre. Je n'ai pas disparu. J'étais ici à Chicago, à travailler au Jimmy's Diner sur Michigan Avenue, à nettoyer des bureaux dans le LOP, à garder des enfants pour des familles à Lincoln Park. Je le sais maintenant. Quelqu'un s'est assuré que je ne te trouve jamais, et ils se sont assurés que tu ne puisses jamais me joindre. Qui ferait ça? Nathan sortit son téléphone, faisant défiler jusqu'à un dossier marqué « Enquête web ». Je vais te montrer quelque chose, mais je veux que tu te prépares. Ce que nous avons découvert sur la famille d'Amélia, c'est pire que ce que nous aurions pu imaginer. Il lui montra des relevés bancaires, des photos de surveillance, des conversations téléphoniques enregistrées, des preuves d'un complot si élaboré et cruel qu'il semblait sorti d'un thriller. La famille Harper n'avait pas seulement interféré dans leur relation, elle l'avait systématiquement détruite pour protéger ses propres intérêts financiers. Ils t'ont maintenu dans la pauvreté exprès, dit Nathan doucement alors que Sophia regardait les preuves. Chaque entretien d'embauche qui n'aboutissait mystérieusement pas, chaque demande de logement rejetée malgré un bon crédit. Ils tiraient les ficelles pour te garder désespéré et isolé. Pourquoi? Le mot sortit comme un murmure. Parce que la famille d'Amélia était au bord de la faillite. Ils avaient besoin de notre mariage pour sauver leur empire textile, et ils te voyaient comme un obstacle à une fusion valant des centaines de millions de dollars. Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle feuilletait des photos d'elle, prises à son insu au cours des 6 dernières années, la montrant au travail, allant chercher Henri à la garderie, dormant dans sa voiture devant une laverie automatique ouverte 24h24. Ils nous ont surveillés. Ils ont des dossiers sur les résultats scolaires d'Henri, des informations médicales, des évaluations psychologiques, faites sans que je le sache. Ils montaient un dossier pour détruire ma crédibilité si jamais j'essayais de réclamer une pension alimentaire. La violation était stupéfiante. Ces gens avaient transformé son fils en un pion dans leur jeu d'échecs financiers, documentant chaque moment de difficulté pour l'utiliser contre elle si nécessaire. Je crois que je vais être malade, murmura Sophia. Il y a plus. Nathan lui montra la dernière pièce à conviction, des conversations enregistrées entre Amélia et son père, planifiant sa cour comme une campagne militaire. Toute notre relation a été orchestrée depuis le début. Ils ont fait des recherches sur ton passé, ton emploi du temps, même tes restaurants préférés. Chaque rencontre fortuite était planifiée. Henri revint en bondissant dans la pièce, de la glace au chocolat étalée sur le visage et une joie pure irradiant de chaque pore. Maman, ils avaient 17 parfums. J'ai pris pâte à cookies pépites de chocolat suprême avec des vermicelles en plus. En regardant le bonheur de son fils, le simple plaisir d'un enfant de 6 ans qui venait de connaître le luxe du choix, Sophia sentit quelque chose de fondamental basculer en elle. Henri, dit-elle prudemment, qu'est-ce que tu sais sur les papas?
Juste ce que les autres enfants à l'école me disent. Ils disent que les papas t'apprennent des choses, jouent à la balle avec toi et s'assurent que les monstres ne se cachent pas sous ton lit. Et si je te disais que Nathan pourrait être ton papa? Henri regarda de l'un à l'autre avec la concentration sérieuse d'un enfant traitant une information qui change la vie. Est-ce qu'il voudrait être mon papa? Parce que je crois que j'aimerais bien ça, mais seulement s'il le veut vraiment, pas parce qu'il y est obligé. La question flotta dans l'air comme une prière, attendant une réponse. J'ai voulu être ton papa dès l'instant où j'ai entendu ta voix au téléphone, dit Nathan, la gorge serrée par l'émotion. Je ne savais juste pas que tu existais avant aujourd'hui. Henri hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. C'est pas grave. Maman dit que parfois les meilleures choses mettent du temps à te trouver, mais quand elles le font, tu t'y accroches très fort pour qu'elles ne se perdent pas à nouveau. C'est ce que dit ta maman? Oui. Et maman est très intelligente en amour. Elle m'a appris que l'amour, ce n'est pas d'être parfait. C'est de ne pas abandonner les gens. Même quand les choses deviennent difficiles. Nathan regarda Sophia, cette femme qui avait élevé leur fils pour qu'il soit sage au-delà de son âge tout en portant le poids d'un abandon qu'elle n'avait pas mérité. Je ne t'ai jamais abandonné, dit-il. On m'a tenu éloigné de toi. Mais je suis là maintenant, et si tu me laisses faire, j'aimerais passer le reste de ma vie à rattraper les années que j'ai manquées. Ce n'est pas si simple, Nathan. Pourquoi pas? Parce que j'ai passé 6 ans à apprendre à vivre sans toi. J'ai construit une vie qui n'a pas besoin d'être sauvée. Henri et moi, on s'en sortait bien seuls. Vraiment? Nathan fit un geste vers son plâtre, vers le bracelet d'hôpital qu'il a désigné comme une patiente sans ressources. Est-ce que vous vous en sortiez vraiment bien, ou est-ce que tu es juste très doué pour survivre? La question la toucha profondément, car ils connaissaient tous les deux la réponse. La survie n'était pas la même chose que la vie, et l'amour réel, honnête et engagé était la différence entre simplement exister et être vraiment vivant. Je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau, murmura Sophia. Alors laisse-moi te montrer. Laisse-moi prouver que cette fois, je ne vais nulle part. Et tes affaires, ta vie, toutes ces choses importantes qui comptent plus que nous? Nathan sortit son téléphone et, sans hésitation, tapa un message à son conseil d'administration. Avec effet immédiat, je prends un congé à durée indéterminée. Des questions familiales personnelles requièrent toute mon attention. Il appuya sur envoyer et lui montra l'écran. La seule chose qui compte est assise ici, dans cette pièce. Pour la première fois en 6 ans, Sophia Turner s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait trouver un moyen de guérir ce que l'argent et les mensonges avaient brisé. Mais l'espoir, avait-elle appris, était l'émotion la plus dangereuse de toutes. Chapitre 3, les yeux ne mentent pas, la reconnaissance n'arrive pas toujours avec trompette et révélation. Parfois, elle murmure à travers la génétique, parlant dans la courbe d'une oreille et l'angle têtu d'un épi qui refuse d'être dompté. Le pantouse de Nathan ressemblait à un musée après le chaos de l'hôpital. Tout en verre et en acier, un vide soigneusement organisé qui n'avait jamais connu le son des rires d'enfants ou le désordre confortable qui accompagne la vraie vie. Mais alors qu'Henri explorait l'espace avec un émerveillement béat, tout le sanctuaire stérile de Nathan lui parut soudain comme un mausolée à une vie non vécue. Waouh, souffla Henri, pressant son visage contre les baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur les gratte-ciel de Chicago. C'est comme vivre dans les nuages. T'es sûr que les gens ont le droit de toucher les choses? Tu peux toucher tout ce que tu veux, l'assura Nathan, bien qu'il se surprenne à retenir son souffle alors que de petits doigts s'approchaient d'œuvres d'art inestimables. Avec l'indifférence désinvolte de la curiosité enfantine. Sophia restait assise, rigide, dans le fauteuil roulant fourni par l'hôpital, son pied blessé surélevé, son visage un masque soigneusement contrôlé. Elle n'avait accepté de venir ici que parce que les services de protection de l'enfance avaient clairement indiqué que sa situation de logement actuelle, alternant entre les foyers et les nuits en voiture, était inacceptable pour une patiente en convalescence avec un enfant à charge. C'est temporaire, avait-elle annoncé pendant le trajet dans la Bentley de Nathan, sa voix tranchant le silence parfumé de cuir comme une lame. Dès que je pourrai marcher correctement, nous trouverons notre propre appartement. Henri, ne te promène pas en touchant des choses chères, lança-t-elle maintenant, observant son fils découvrir un monde de privilèges qu'il n'avait jamais imaginé. Mais maman, regarde. Henri avait trouvé le système de divertissement de Nathan, ses yeux écarquillés devant l'immense télévision et l'équipement sonore sophistiqué. On dirait un cinéma. Les riches regardent des dessins animés sur des écrans aussi grands. Nous ne sommes pas ici pour regarder la télévision.
Nous sommes ici parce que je ne peux pas marcher et que nous n'avons nulle part où aller. L'amertume dans sa voix fit mal à Nathan. Elle avait raison d'être en colère, il le comprenait, mais le mur qu'elle construisait entre eux semblait impénétrable. Laissez-moi vous montrer vos chambres, proposa-t-il, poussant lui-même son fauteuil roulant quand elle refusa obstinément son aide. La suite parentale avait été préparée par sa gouvernante, Madame Lynn, avec le genre de touches attentionnées que l'argent pouvait acheter. Des fleurs fraîches, des draps luxueux et une salle de bain remplie de tout ce dont Sophia pourrait avoir besoin pendant sa convalescence. Mais elle regarda cet espace opulent comme si c'était une belle prison. « Henri peut dormir avec moi », dit-elle immédiatement. En fait, je pensais qu'il aimerait avoir sa propre chambre. Il y a une chambre d'amis juste à côté, et Madame Lynn l'a aménagée avec des choses qu'un enfant de son âge pourrait apprécier. Henri s'était déjà aventuré dans le couloir, attiré par la curiosité, et son cri de joie leur parvint en écho. « Maman, maman, viens voir, on dirait un magasin de jouets. » Malgré sa détermination à rester froidement distante, Sophia laissa Nathan la pousser jusqu'à ce qui, quelques heures plus tôt, n'était qu'une chambre d'amis stérile. Madame Lynn l'avait transformée en un paradis pour un enfant de 6 ans, avec des livres adaptés à son âge, des jouets éducatifs, et même un petit bureau parfait pour les devoirs. « C'est vraiment tout pour moi ?» demanda Henri, passant ses doigts sur un train électrique détaillé qui devait coûter plus que ce que Sophia gagnait en un mois. « Si tu le veux, » dit Nathan, observant attentivement la réaction du garçon. « Mais je ne comprends pas. Tu ne me connais même pas ?» Cette observation innocente frappa Nathan comme un coup. « Tu as raison, » pensa-t-il. « Je ne te connais pas, et c'est la plus grande tragédie de ma vie. Parfois, les gens aiment faire des choses gentilles pour d'autres personnes, » dit Nathan prudemment, surtout quand ces personnes ont été très courageuses. « Courageuses comment ? » En t'occupant de ta maman quand elle avait besoin d'aide. En appelant à l'aide quand tu avais peur. Ça demande un vrai courage. Henri y réfléchit sérieusement, puis regarda Sophia. « Maman, je peux jouer avec ces jouets ?» Le visage de Sophia était un champ de bataille d'émotions. La gratitude luttait contre la fierté, le désespoir combattait l'indépendance. Finalement, elle hocha la tête. « Tu peux jouer avec pendant qu'on est là. Mais n'oublie pas, nous ne faisons que passer. » Alors qu'Henri se plongeait dans l'exploration de son trésor temporaire, Nathan le remarqua s'arrêter devant un petit miroir sur la commode. Le garçon fixa son reflet, puis se tourna pour étudier le visage de Nathan avec le genre d'intensité qui met les adultes mal à l'aise. « Tu as la même couleur d'yeux que moi », observa Henri avec une précision scientifique. « C'est vrai. Et tes cheveux font ce truc bizarre devant où ils se dressent, même quand tu essaies de les aplatir. » La main de Nathan se porta automatiquement à son épi, cette même mèche de cheveux têtus qui avait vaincu tous les coiffeurs chics de Chicago. Ça a toujours fait ça. Les miens aussi. Maman essaie de les arranger avec de l'eau et ce truc gluant pour les cheveux, mais ça ne tient jamais. Henri continua sa comparaison visuelle avec la minutie d'un détective, cataloguant les similitudes avec les capacités d'observation factuelle d'un enfant de 6 ans qui avait appris à remarquer les détails, la forme de leurs oreilles, la façon dont ils plissaient tous les deux légèrement les yeux en se concentrant, l'arc identique de leurs sourcils. « On dirait qu'on pourrait être de la même famille », dit soudain Henri. La déclaration resta en suspens, lourde de sens. Sophia devint très immobile dans son fauteuil roulant, et Nathan sentit son cœur s'arrêter de battre pendant plusieurs longues secondes. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» demanda Nathan prudemment. « Parce que tu me ressembles, mais en grand. Pas exactement pareil, mais comme je pourrais être quand je serai grand. Et tu savais où nous trouver, même si maman n'avait dit à personne qu'on était à l'ancienne maison. » La logique était d'une simplicité dévastatrice et absolument correcte. Nathan s'agenouilla à côté d'Henri, se mettant à son niveau. « Henri, qu'est-ce que tu sais sur les papas ? Je sais que certains enfants en ont et d'autres non. Maman dit que certaines familles sont différentes, et que c'est pas grave. Elle dit que mon papa n'était pas prêt à être un papa quand je suis né, mais que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. » L'explication frappa Nathan comme un coup de massue. Sophia avait inventé une histoire qui protégeait l'estime de soi d'Henri tout en prenant sur elle toute la douleur de l'abandon. « Et que ferait un papa, d'après toi ?» demanda doucement Nathan. « Je pense qu'il voudrait prendre soin de moi et de maman. Je pense qu'il m'apprendrait des choses importantes et m'aiderait quand j'ai des problèmes que je n'arrive pas à résoudre tout seul. Je pense qu'il ferait sourire maman plus souvent et qu'elle s'inquiéterait moins. » Chaque mot était une nouvelle fissure dans le cœur de Nathan.
Cet enfant sage et magnifique avait créé une description parfaite de tout ce que Nathan voulait être. Et je pense, continua Henri avec une innocence dévastatrice, que si je rencontrais mon papa, ce serait comme trouver un morceau de moi que je ne savais pas qu'il me manquait. La vérité flottait entre eux, indéniable et accablante. Nathan se voyait reflété dans chaque trait du visage d'Henri, entendait ses propres tournures de phrases dans les explications soignées du garçon, reconnaissait sa propre curiosité dans ses questions sans fin. « Henri, dit-il doucement, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je pense que je suis ton papa ?» De l'autre côté de la pièce, Sophia eut une brusque inspiration, mais Henri hocha simplement la tête comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Je dirais que c'est logique, répondit le garçon, mais je dirais aussi que tu as raté beaucoup de choses importantes, et que maman pourrait être très en colère à ce sujet pendant un certain temps. » Cet euphémisme fut livré avec la sagesse d'un enfant de 6 ans qui allait droit au cœur de leur situation. « Tu as raison sur ces 2 points, admit Nathan. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Henri regarda Nathan puis Sophia, traitant les complexités des adultes avec un calme remarquable. « Je pense que tu devrais probablement t'excuser auprès de maman d'abord. Vraiment t'excuser, pas juste dire pardon, mais le penser vraiment. Et puis peut-être que tu pourrais apprendre à prendre soin de nous comme maman prend soin de moi. Comment est-ce qu'elle prend soin de toi ? Elle s'assure que je mange, même quand elle n'a pas faim. Elle me lit des histoires, même quand elle est très fatiguée. Elle travaille très dur à des boulots qu'elle n'aime pas, pour que je puisse avoir de bonnes choses. Elle n'abandonne jamais, même quand je fais des bêtises. » Ce simple catalogue de dévotion maternelle fit monter les larmes aux yeux de Nathan. On dirait une très bonne maman. C'est la meilleure maman du monde entier. Mais elle est très triste parfois, surtout la nuit quand elle pense que je dors. Elle regarde des photos sur son téléphone et elle pleure. Des photos de quoi ? Je crois que ce sont des photos de toi. Elle les cache toujours quand j'entre dans la pièce, mais je les ai vues une fois. Tu étais plus jeune, et vous aviez l'air vraiment heureux ensemble. La révélation que Sophia avait gardé des photos d'eux, qu'elle avait pleuré leur amour perdu en privé tout en restant forte pour leur fils, brisa quelque chose de fondamental dans la poitrine de Nathan. « Henri, dit doucement Sophia de l'autre côté de la pièce, pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains pour le dîner ? » « D'accord, maman. Mais je peux poser une dernière question ? » « Quoi ? Si Nathan est mon papa, ça veut dire qu'on va être une vraie famille maintenant ? L'espoir innocent dans sa voix remplit la pièce comme la lumière du soleil, illuminant tous les endroits brisés que l'amour pourrait guérir s'ils étaient assez courageux pour essayer. « Je ne sais pas, mon chéri, murmura Sophia. Les vraies familles, c'est compliqué. » « Pas vraiment, dit Henri avec la sagesse factuelle de l'enfance. Les familles, elles s'aiment et elles n'abandonnent pas, même quand les choses deviennent difficiles. Ça n'a pas l'air très compliqué pour moi. Parfois, les vérités les plus profondes sont enveloppées dans les simples observations d'un enfant qui voit le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Chapitre 4 : Apprendre à rester. L'amour n'est pas un sentiment qui frappe comme la foudre. C'est un choix fait chaque matin au réveil, quand on décide que cette personne, ce magnifique et complexe désordre qu'est la vie, mérite qu'on se batte pour elle. Le cri strident des détecteurs de fumée à 6h15 du matin fut la première indication pour Nathan que sa tentative de petit déjeuner avait, une fois de plus, spectaculairement mal tourné. « Oh non !» cria Henri depuis l'embrasure de la cuisine, mais sa voix portait plus d'excitation que d'alarme. À 6 ans, il trouvait l'incompétence des adultes infiniment divertissante. « Nathan, les pancakes sont en feu. » Les pancakes, si on pouvait encore les appeler ainsi, ressemblaient plus à des briquettes de charbon de bois qu'à un petit déjeuner. La fumée s'échappait de la poêle anti-adhésive coûteuse de Nathan pendant qu'il agitait frénétiquement un torchon vers l'alarme hurlante, essayant de faire taire la protestation mécanique qui allait sans aucun doute réveiller Sophia. « Mais qu'est-ce que... » La voix de Sophia coupa à travers le chaos alors qu'elle manœuvrait son fauteuil roulant dans la cuisine, les cheveux ébouriffés par le sommeil et son expression passant de l'alarme à l'exaspération. « Nathan, qu'est-ce que tu fais au petit déjeuner de mon fils ? » « Je fais des pancakes, dit-il sur la défensive, luttant toujours contre le détecteur de fumée. « Ou j'essaie. »« On dirait que tu essaies de mettre le feu à l'immeuble, » observa Henri, serviable, grimpant sur son tabouret habituel pour avoir une meilleure vue du désastre. « Peut-être que les pancakes sont plus difficiles à faire qu'ils n'en ont l'air. Éteins le feu, ouvre les fenêtres et arrête d'agiter ce torchon comme si tu te rendais au petit déjeuner, ordonna Sophia avec la patience de quelqu'un qui avait déjà géré des catastrophes culinaires. Nathan suivit ses instructions,
se sentant à peu près aussi compétent qu'un bambin avec un kit de chimiste. Dans sa vie d'avant, celle qui semblait appartenir à une histoire ancienne maintenant, il s'était entièrement nourri de repas au restaurant et d'événements avec traiteur. Sa cuisine avait été plus décorative que fonctionnelle. « Pourquoi n'appelles-tu pas simplement Madame Lin pour faire le petit déjeuner ?» demanda Sophia, se rapprochant pour évaluer les dégâts. « Parce que Madame Lin ne vient que 2 fois par semaine, et je veux apprendre à m'occuper de vous deux moi-même. » L'aveu flotta dans l'air entre eux, vulnérable et honnête. L'expression de Sophia s'adoucit un bref instant avant que ses défenses ne se remettent en place. « Nous n'avons pas besoin que tu t'occupes de nous. » « Peut-être pas, mais moi, j'ai besoin d'apprendre. » Henri, pendant ce temps, avait trouvé le sachet de préparation pour pancakes et lisait les instructions avec la concentration sérieuse qu'il apportait à tout, des devoirs aux constructions en Lego. « Je pense que le problème, c'est que tu as mis le feu trop fort, annonça-t-il. La boîte dit feu moyen, et tu peux tester en mettant une petite goutte d'eau dans la poêle. Si elle danse, c'est prêt. C'est ta maman qui t'a appris ça? Oui. Maman sait cuisiner plein de choses, même avec un seul brûleur et sans truc de luxe. Elle dit, la cuisine, c'est comme l'amour. Il faut être attentif et patient, sinon ça devient tout brûlé et dégoûtant. Cette simple sagesse frappa Nathan comme une révélation. Pendant l'heure qui suivit, il reçut un cours de maître en cuisine de base d'un enfant de 6 ans qui avait appris la sagesse culinaire d'une mère qui avait fait des miracles avec des ressources limitées. Pas si vite pour retourner, l'instruisit Henri alors que Nathan tentait son premier retournement de pancake réussi. Maman dit qu'il faut être doux, comme pour border un bébé dans son lit. Ta maman est très sage. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Elle m'a appris à lire quand j'avais 4 ans parce qu'elle disait que les livres pouvaient t'emmener n'importe où, même quand tu n'avais nulle part où aller. Un autre coup au cœur pour Nathan. Pendant qu'il accumulait richesse et récompenses, son fils apprenait que la littérature était une échappatoire aux dures réalités. « Quel est ton livre préféré ?» demanda Nathan. « Max et les Maxi-Monstres. Maman fait toutes les voix et rend ça vraiment effrayant mais amusant. Elle dit que Max est courageux parce qu'il n'a pas peur de ressentir de grandes émotions, même quand elles font peur. J'aimerais bien l'entendre le lire un jour. Tu pourrais me le lire ce soir si tu veux, mais tu dois d'abord t'entraîner sur les voix, parce que les Maxi-Monstres ne parlent pas comme les gens normaux. » Marché conclu. Ils prirent le petit déjeuner ensemble à la table de la cuisine, des pancakes légèrement de travers mais réellement comestibles qui avaient le goût de la victoire pour Nathan et probablement celui de la charité pour Sophia. Henri bavarda sur ses projets pour la journée, remplissant le silence de ce genre de bruit confortable qui faisait que l'immense pentouse ressemblait à une vraie maison. « Je peux t'aider à préparer le déjeuner aussi ?» demanda Henri quand son assiette fut vide. Après t'être brossé les dents, dit Sophia automatiquement. « Je vais lui montrer où tout se trouve, » proposa Nathan. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain des invités, Henri glissa sa petite main dans celle de Nathan avec la confiance inconsciente que les enfants accordent aux adultes qu'ils ont jugés sûrs. Le contact envoya un choc électrique dans tout le système de Nathan. C'était son fils, son enfant, qui choisissait de lui faire confiance malgré tout. « Nathan, » dit Henri, alors qu'ils se tenaient côte à côte devant le lavabo de la salle de bain, se brossant tous les deux les dents. « Tu vas rester avec nous ?» La question, étouffée par le dentifrice, était la plus importante qu'on ait jamais posée à Nathan. Il se rinça la bouche soigneusement, gagnant du temps pour trouver les mots justes. « Tu veux que je reste ? » Oui, mais plus important encore, est-ce que tu veux rester ? Parce que maman dit que vouloir faire quelque chose, c'est différent de devoir faire quelque chose. Les gens qui doivent faire des choses finissent généralement par se fatiguer et partir. La sagesse de cette observation était stupéfiante. À 6 ans, Henri avait déjà appris à distinguer l'obligation du désir sincère, probablement parce qu'il avait vu trop d'adultes faire des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. « Je veux rester, » dit Nathan sérieusement, « plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit dans ma vie. Même si c'est difficile ? Parce que s'occuper des gens, c'est vraiment difficile parfois. Maman est fatiguée et inquiète, et parfois elle pleure quand elle pense que je ne la vois pas, même si c'est difficile. Même si maman reste en colère contre toi pendant un moment ? Parce qu'elle est très douée pour être en colère quand quelqu'un lui fait de la peine. Même dans ce cas. Henri hocha la tête, apparemment satisfait de ses réponses. D'accord. Mais tu devrais probablement savoir que je fais des cauchemars parfois, et maman me laisse généralement dormir dans son lit quand ça arrive. C'est bon à savoir. D'accord.
Et parfois je pose trop de questions parce que je veux tout comprendre. Maman dit que la curiosité est une bonne chose, mais certains adultes s'énervent. J'aime les questions. Pose-moi autant que tu veux. Et j'ai peur de choses que je ne peux pas expliquer parfois. Maman dit que c'est normal parce que les sentiments n'ont pas toujours de sens, mais qu'ils sont quand même réels. Chaque révélation était une autre pièce de la vie que Nathan avait manqué, un autre aperçu du lien profond entre la mère et le fils qui les avait soutenus pendant des années d'incertitude. Henri, dit-il prudemment, qu'est-ce que tu penserais si je te disais que je t'aime? Le garçon y réfléchit avec son sérieux habituel. Je penserais que c'est très gentil, mais je penserais aussi que tu devrais probablement le dire à maman d'abord, parce qu'elle s'occupe de moi toute seule depuis très longtemps, et elle devrait entendre les choses importantes avant moi. La vérité sort de la bouche des enfants. Ce soir-là, après qu'Henri ait eu son histoire et ait été bordé, Nathan faisant une imitation crédible des voix des maxi-monstres, Nathan trouva Sophia sur le balcon, regardant la ligne d'horizon scintillante de Chicago avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. « Il dort », annonça Nathan, s'installant dans la chaise à côté d'elle sans attendre sa permission. « Merci, Sophia. Nous devons parler. »« Vraiment ? Je t'aime. Je t'aimais il y a 6 ans quand nous planifions un avenir ensemble. Je t'ai aimé pendant 6 ans sans savoir où tu étais ni si tu étais en sécurité. Et je t'aime maintenant. En voyant quelle mère incroyable tu es devenue, en regardant comment tu as élevé notre fils pour qu'il soit gentil, sage et courageux. » Elle resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. « Je t'aimais aussi. Tellement que ça m'a presque détruite quand tu as disparu de ma vie. Je n'ai jamais disparu. J'ai été volée. Par qui? Par des gens qui voyaient notre amour comme un obstacle à leur plan financier. Des gens qui vont payer pour ce qu'ils nous ont pris. Sophia, mais avant de m'occuper d'eux, je veux que tu saches quelque chose. Henri m'a demandé aujourd'hui si j'allais rester. Pas si je pouvais rester ou si je devais rester, mais si j'allais rester. Et j'ai réalisé que c'est la seule question qui compte. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit oui. Je reste. Pas parce que je le dois, pas parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que vous avez besoin de moi. Je reste parce que ça. Il fit un geste entre eux, vers l'appartement où leur fils dormait paisiblement. C'est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Les mains de Sophia tremblaient sur ses genoux. J'ai peur, Nathan. De quoi? De te faire confiance. De laisser Henri s'attacher à l'idée d'avoir un père. De croire que c'est réel, et que tu partes quand quelque chose de mieux se présentera. Il n'existe rien de mieux. Tu n'en sais rien. Tu as été un milliardaire célibataire pendant 6 ans. Tu ne sais pas ce que c'est d'être responsable d'un enfant chaque jour, de faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les tiens à chaque fois. De t'inquiéter constamment pour l'argent, la sécurité, et de savoir si tu ne gâches pas le travail le plus important du monde. Tu as raison, je ne sais pas ces choses. Mais je veux les apprendre. Je veux m'inquiéter pour les devoirs d'Henri et ses amitiés, et s'il mange assez de légumes. Je veux rester éveillé la nuit à planifier ses fêtes d'anniversaire et ses fonds pour l'université, et me demander si je suis trop strict ou trop indulgent. Ce ne sont que de belles paroles, Nathan. Alors laisse-moi le prouver par mes actes. Laisse-moi être là chaque jour. Laisse-moi apprendre à faire des pancakes qui ne nécessitent pas d'appeler les pompiers. Laisse-moi être l'homme dont tu avais besoin il y a 6 ans, et le père que Henri mérite maintenant. Des larmes coulaient sur ses joues, captant les lumières de la ville comme des diamants. Je ne sais pas comment te laisser entrer à nouveau. Commençons petit. Laisse-moi préparer le petit déjeuner demain sans mettre le feu à la cuisine. Laisse-moi lire une autre histoire à Henri avant de dormir. Laisse-moi prouver que certaines promesses valent la peine d'être tenues, et si tu changes d'avis, si tout cela devient trop difficile, trop ennuyeux ou trop réel, alors je serai l'homme qui a brisé le cœur de son fils et perdu l'amour de sa vie 2 fois, et je mériterai l'enfer que cela m'apportera. L'honnêteté dans sa voix sembla atteindre quelque chose au plus profond d'elle, un endroit soigneusement gardé où l'espoir vivait malgré toutes les raisons de l'abandonner. « Je t'aime encore », murmura-t-elle. « Je déteste ça, mais je n'ai jamais cessé. Je vous aime aussi, tous les deux. Depuis toujours, et pour toujours. » Quand il l'embrassa, le baiser avait le goût du pardon et des possibles, et de la joie dangereuse des secondes chances qui pourraient, cette fois, vraiment durer. Au-dessus d'eux,
les étoiles furent témoins de deux cœurs choisissant de faire confiance malgré toutes les raisons de se protéger, et au loin, leur fils dormait paisiblement, rêvant d'une famille qui pourrait enfin être complète. Chapitre 5. Démêler la toile. Les trahisons les plus dévastatrices ne sont pas l'œuvre d'ennemis, mais de ceux qui sourient en vous volant votre vie. Une mensonge soigneusement orchestrée à la fois. James Holt avait le visage buriné d'un homme qui avait passé 25 ans à déterrer des secrets que les puissants préféraient garder enfouis. Il était assis en face du bureau en acajou de Nathan à l'aube, un épais dossier cartonné entre les mains, et une expression qui suggérait que Nathan n'allait pas apprécier ce qu'il avait découvert. « Tu vas vouloir te verser quelque chose de fort pour ça », dit Holt sans préambule. « Il est 6h30 du matin. Fais-moi confiance, tu en auras besoin. » Nathan resta debout près de la fenêtre de son bureau, contemplant la ligne d'horizon de Chicago qui lui avait autrefois semblé être son royaume et qui ressemblait maintenant à une scène où il avait joué le scénario de quelqu'un d'autre pendant 6 ans. « Dis-moi, dit-il. » Holt ouvrit le dossier et sortit la première photographie, Amelia Harper entrant dans l'immeuble de bureau de Nathan, horodaté il y a 6 ans et 2 mois. Ceci a été pris le matin après votre dispute avec mademoiselle Turner. Selon le témoignage sous serment de votre ancienne assistante, Helen Brooks, mademoiselle Harper a passé 4 heures dans ce bâtiment ce jour-là. À faire quoi? À convaincre tout votre personnel que mademoiselle Turner était une croqueuse de diamants mentalement instable essayant de vous piéger avec une fausse grossesse. Elle a été très persuasive, offrant apparemment de vous protéger de tout harcèlement en s'assurant qu'aucune communication de mademoiselle Turner ne vous parvienne jamais. Les mains de Nathan se serrèrent en poing. Hélène m'a dit que Sophia n'avait jamais appelé. Hélène a été payée $75 000 sur 18 mois pour s'assurer que ce soit vrai. Holt étala des relevés bancaires, montrant des paiements réguliers d'un fonds fiduciaire de la famille Harper à Helen Brooks. Chaque appel téléphonique a été intercepté. Chaque lettre a été détruite. Chaque email a été supprimé avant d'atteindre votre boîte de réception. La photo suivante montrait Sophia à une cabine téléphonique devant l'immeuble de Nathan, visiblement enceinte, le désespoir inscrit sur chaque ligne de sa posture. Elle a essayé de vous joindre pendant 9 mois, Monsieur Caldwell. Quand les téléphones n'ont pas fonctionné, elle a essayé de venir en personne. La sécurité avait pour instruction de la raccompagner hors des lieux. Sous l'autorité de qui? D'Amelia. Elle les avait convaincus qu'elle agissait en tant que votre représentante, vous protégeant d'un comportement de harcèlement. Chaque révélation frappait Nathan comme une agression physique. Pendant qu'il se demandait pourquoi la femme qu'il aimait avait disparu sans explication, elle se battait désespérément pour lui parler de leur fils, pour être systématiquement bloquée à chaque tentative. C'est encore pire, continua Holt d'un air sombre. Il produisit une deuxième série de documents. Dossier d'emploi. Demande de location. Rapport de crédit. La famille Harper n'a pas seulement intercepté vos communications, ils ont activement saboté la vie de Madame Turner. Les preuves étaient stupéfiantes par leur ampleur et leur cruauté. Chaque entretien d'embauche qui n'avait mystérieusement mené à rien. Chaque demande d'appartement rejetée malgré un excellent crédit. Chaque opportunité qui s'était évaporée sans explication. Tout remontait à l'influence et à l'argent des Harper. Ils l'ont maintenu dans la pauvreté délibérément, dit Nathan, les mots ayant un goût de poison. Et isolé. Regardez ça. Holt lui montra une série de mails entre Amelia et divers membres de l'élite sociale de Chicago, propageant systématiquement des rumeurs selon lesquelles Sophia était mentalement déséquilibrée et encline à harceler les hommes riches. Au moment où vos fiançailles avec Amelia ont été annoncées, la moitié de la ville croyait que vous aviez échappé de justesse à une obsession dangereuse. Nathan fixa les preuves de l'assassinat de la réputation de Sophia, sentant une rage meurtrière monter en lui. Jusqu'où va cette conspiration? Plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Holt sortit des photos de surveillance. Sophia travaillant dans un dîner. Allant chercher Henry à l'école. Dormant dans sa voiture devant une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Il la surveille, elle est votre fils, depuis 5 ans. Ils savent tout sur Henry, ses professeurs, son dossier médical, ses résultats scolaires. Ils ont espionné mon fils? Ils ont obtenu son dossier médical illégalement? Ils ont mené des évaluations psychologiques à l'insu de Madame Turner et ont constitué un dossier complet destiné à détruire sa crédibilité si jamais elle tentait de réclamer la paternité ou une pension alimentaire. La violation était d'une portée à couper le souffle. Ces gens avaient transformé l'enfant de Nathan en une arme pour leur guerre financière, documentant chaque moment de difficulté pour l'utiliser contre la mère qui avait tout sacrifié pour le protéger.
Quel était leur objectif final? Le contrôle total. Si Madame Turner refaisait surface avec des affirmations gênantes sur votre fils, ils étaient prêts à faire retirer Henry de sa garde pour inaptitude parentale. Ils ont 5 ans de documentation montrant un logement instable, des périodes de sans-abrisme, et ce qui pourrait être interprété comme de la négligence. Une négligence causée par la pauvreté qu'ils ont orchestrée. Exactement. Ils ont créé les conditions qu'ils prévoyaient d'utiliser contre elle. Nathan se sentit nauséeux. Et ma relation avec Amelia? Est-ce que quelque chose était réel? Toute votre cour était une campagne calculée. Holt sortit une clé USB. Des conversations enregistrées entre Amelia et son père, planifiant votre séduction comme une opération militaire. Ils ont fait des recherches sur vos préférences, votre emploi du temps, vos vulnérabilités. Chaque rencontre fortuite était chorégraphiée. Depuis combien de temps planifiaient-ils ça? Dès l'instant où ils vous ont identifié comme une solution à leurs problèmes financiers. L'empire textile des Harper perd de l'argent depuis 8 ans. Ils avaient besoin de votre richesse pour survivre, et ils voyaient Madame Turner comme un obstacle à une fusion valant un demi-milliard de dollars. Nathan pensa à la cour élaborée, à la compatibilité apparemment parfaite, à la façon dont Amelia était apparue dans sa vie au moment exact pour le réconforter après avoir perdu Sophia. Rien de tout cela n'avait été une coïncidence. Tout n'avait été que manipulation. Et le mariage qui n'a jamais eu lieu? Annulé quand ils ont réalisé que vous cherchiez activement Madame Turner. Le père d'Amelia a décidé qu'il était trop risqué de procéder avec un fiancé qui pourrait abandonner le mariage si son ex-petite amie refaisait surface avec des vérités gênantes. Alors ils se sont assurés qu'elle n'en aurait jamais l'occasion. Ils se sont assurés qu'elle ne s'approcherait jamais assez pour menacer leur investissement en vous, mais ils ont maintenu la surveillance active comme une assurance. Nathan étudia les preuves de sa vie volée, de sa famille volée, de 6 années où Sophia avait élevé leur fils seul en croyant qu'il avait choisi la richesse plutôt que l'amour. La rage qui montait en lui était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. « Je veux qu'il soit détruit », dit-il calmement. Les voies légales prendront du temps, mais le dossier est solide. Fraude financière, complot, usurpation d'identité, surveillance illégale, falsification de documents. Il risque des accusations fédérales qui pourraient les envoyer en prison pour des décennies. Combien de temps? 6 mois pour monter un dossier en béton. Peut-être moins si Helen Brooks continue de coopérer. Elle est prête à témoigner en échange de l'immunité. Et pour prouver la vérité à Sophia. Les preuves parlent d'elles-mêmes. La question est de savoir si elle est prête à l'entendre. Nathan pensa au mur que Sophia avait soigneusement construit, à la douleur dans ses yeux, à la façon dont elle se tenait à distance de lui, comme quelqu'un qui avait appris que l'espoir était l'émotion la plus cruelle de toutes. Apprendre la vérité pourrait la guérir, ou la briser complètement. Un léger coup interrompit ses pensées. Henry jeta un œil par la porte du bureau, les cheveux encore humides de son bain matinal et son petit visage brillant de curiosité. Nathan, maman dit que le petit déjeuner est prêt. Elle a fait de vrais pancakes parce qu'elle a dit que tu es une menace pour la nourriture du matin. Malgré tout, Nathan sourit. J'arrive tout de suite, champion. Henry s'attarda, étudiant Holt avec l'intérêt franc que les enfants de 6 ans portent aux nouvelles personnes. Tu es l'ami de Nathan? Je travaille pour lui, dit prudemment Holt. Quel genre de travail? Je découvre la vérité quand les gens mentent sur des choses importantes. Henry hocha la tête sérieusement. Ça a l'air d'être un travail très important. Mentir sur des choses importantes peut vraiment blesser les gens. Après le départ d'Henry, Holt rassembla ses documents avec une efficacité bien rodée. Gamin intelligent. Trop intelligent. Il a compris que j'étais son père avant que j'aie le courage de le lui dire. Que allez-vous faire à propos des Harper? Nathan regarda les preuves de la conspiration qui lui avait coûté 6 ans de la vie de son fils, voyant Sophia lutter dans la pauvreté en croyant qu'elle avait été abandonnée par choix. Les responsables allaient payer pour chaque larme qu'Henry avait vu sa mère verser, chaque nuit où ils avaient dormi dans leur voiture, chaque moment de souffrance que leur cupidité avait causé. Je vais m'assurer qu'ils ne blesseront plus jamais une autre famille comme ils ont blessé la mienne. Par des voies légales, exclusivement légales. Je ne veux pas qu'Henry soit pris entre deux feux quand ça sortira. Et Madame Turner mérite de connaître la vérité, mais elle mérite aussi de décider comment elle veut que cette vérité soit révélée. Holt hocha la tête et se dirigea vers la porte. Un conseil. Ne faites pas la même erreur qu'Amelia. Ne décidez pas de ce qui est le mieux pour elle sans lui demander ce qu'elle veut.
Alors que l'enquêteur partait, Nathan resta à sa fenêtre, regardant Chicago s'éveiller à un autre jour de rêves ordinaires et de batailles privées. Quelque part dans la ville, Amelia Harper planifiait probablement son prochain coup, ignorant que son château de cartes était sur le point de s'effondrer. Mais à l'étage, Henry mangeait des pancakes et posait des questions sans fin, tandis que Sophia prétendait ne pas s'adoucir envers l'homme qui lui avait autrefois brisé le cœur, et qui essayait maintenant désespérément de prouver qu'il méritait une seconde chance. La vérité pouvait attendre un autre jour. Sa famille, aussi fragile et compliquée soit-elle, ne le pouvait pas. Chapitre 6, le prix de la vérité parfois, le coût de la rédemption est tout ce que vous pensiez vouloir, et la récompense est tout ce qui compte vraiment. La salle de bal du Palmer House scintillait comme une grotte ornée de bijoux. Les personnes les plus puissantes de Chicago étaient réunies pour le gala annuel de la Fondation pour l'enfance, un événement qui récoltait des millions pour les jeunes défavorisés, tout en permettant aux privilégiés de se sentir vertueux quant à leur richesse. Nathan se tenait à l'entrée dans son smoking parfaitement taillé, ayant l'air en tout point du milliardaire philanthrope alors qu'il prévoyait de faire exploser tout son monde social. Amelia apparut à ses côtés avant qu'il n'ait fait 10 pas, radieuse dans une robe de soie émeraude qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des familles dépensaient en logement. Son collier de diamants captait la lumière du lustre comme un feu capturé, et sa main sur son bras ressemblait à un beau poison s'infiltrant à travers le tissu coûteux. « Chérie », roucoula-t-elle, sa voix calibrée pour une conversation intime malgré la foule qui les entourait. « Je commençais à croire que tu avais oublié ce soir. Je n'oublie jamais les occasions importantes. » Quelque chose dans son ton la poussa à étudier son visage plus attentivement. « Tu sembles différent ce soir. Plus concentré. » « Ah bon ? C'est assez séduisant, en fait. Le succès te va bien. » Son rire tinta comme du cristal qui se brise. « En parlant de ça, papa dit que les papiers de la fusion sont presque finalisés. Nous devrions bientôt discuter des dates de mariage. » Nathan faillit s'étouffer avec son champagne. « Des dates de mariage ? Ne fais pas l'innocent, chérie. Harper Textile et Caldwell Industries unissant leurs forces, ce sera le mariage d'affaires de la décennie. Littéralement. Elle fit un geste vers la salle de bal avec une satisfaction évidente. Tout ceci sera bientôt à nous. La révélation désinvolte de leur relation en tant que couple, et après avoir vu les preuves de Holt, plus rien dans la manipulation d'Amelia ne pouvait le surprendre. Amelia, dit-il prudemment, que penses-tu exactement qu'il se passe entre nous ? Oh, ne fais pas semblant de ne pas savoir. Les contrats, la fusion, nos fiançailles. Tout est prévu depuis des mois. Les avocats de papa travaillent avec les tiens depuis Noël. Mes avocats ne m'ont parlé d'aucune fusion. Tiens donc. Comme c'est étrange. Son sourire était acéré comme une lame de rasoir. Eh bien, je suppose qu'il voulait que ce soit une surprise. Les hommes aiment tant les surprises. Nathan sentit la sensation familière d'être manœuvré par quelqu'un qui avait fait de la tromperie un article. Mais ce soir, il avait sa propre surprise de prévue. « Mesdames et messieurs », annonça le maître de cérémonie depuis la petite scène, « nous avons une présentation spéciale ce soir. Monsieur Nathan Caldwell a demandé à s'adresser à vous au sujet de la famille, de la vérité et de la responsabilité dans notre communauté. » La prise d'Amelia sur son bras se resserra comme une griffe. « Nathan, qu'est-ce que tu fais ? » Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 6 ans. La foule se tut alors que Nathan se dirigeait vers le podium, acceptant le micro avec des mains plus stables qu'elle n'aurait dû l'être. 500 visages le regardaient avec attente, ses partenaires commerciaux, ses pairs sociaux, les architectes du monde qui avaient conspiré pour le séparer de son fils. « Bonsoir », commença-t-il, sa voix portant clairement à travers l'espace orné. « Je veux vous parler de mon fils. » Le murmure qui parcourut l'audience fut immédiat et électrique. Le visage d'Amelia avait perdu toute couleur. « Il s'appelle Henry », continua Nathan, « et il a 6 ans. Il a mes yeux, mon épis rebelle et le genre de curiosité qui transforme de simples conversations en discussions philosophiques. Il est brillant, gentil et plus courageux que je ne le serai jamais. Et jusqu'à il y a 2 semaines, j'ignorais son existence. » Le murmure devint un rugissement. Des caméras de téléphone apparurent, d'abord discrètes, puis ouvertement. Le lendemain matin, cela serait en tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux de Chicago. J'ignorais son existence parce qu'il y a 6 ans, lorsque sa mère a essayé de me dire qu'elle était enceinte, ses appels ont été interceptés. Quand elle a écrit des lettres, elles ont été détruites. Quand elle a essayé de me joindre en personne, elle a été renvoyée par la sécurité.
agissant sur des ordres qu'il croyait venir de moi. Nathan trouva Amélia dans la foule. Elle reculait vers la sortie, la panique remplaçant son calme habituel. La conspiration était élaborée, bien financée et dévastatrice dans son efficacité. Elle m'a coûté 6 ans de la vie de mon fils. Elle a coûté à sa mère 6 ans de lutte seule, accumulé plusieurs emplois, dormant parfois dans sa voiture pour s'assurer qu'Henri ait de la nourriture et un abri. Elle a coûté à Henri 6 ans sans avoir un père qu'il aimait. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. Ce n'était pas le divertissement habituel d'un gala de charité. Je partage cela avec vous ce soir parce que je veux être absolument clair sur qui je suis et ce que je valorise. Certains d'entre vous font partie de ma vie depuis des années. Vous avez investi dans mes entreprises, m'avez fait confiance pour vos affaires, m'avez accueilli dans vos maisons. Je veux que vous sachiez qu'à partir de demain, je serai un homme différent, avec des priorités différentes. Nathan regarda directement Richard Harper, qui était assis, le visage rouge de fureur, à une table de choix près de la scène. Je consacrerai mon temps, mon énergie et mes ressources à ma famille. J'apprendrai à être le père que mon fils mérite et le partenaire dont sa mère avait besoin il y a 6 ans. Si cela me rend inapte à vos projets commerciaux ou à vos cercles sociaux, je comprends tout à fait et j'accepte les conséquences. Il reposa le micro sur son support et quitta la scène. Le silence le suivit jusqu'à ce qu'il atteigne les portes de la salle de bal, où il explosa en chaos derrière lui. Son téléphone commença à vibrer avant même qu'il n'atteigne le voiturier. Appel d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de journalistes qui sentaient l'odeur du sang. Il éteignit l'appareil et le glissa dans sa poche. Le trajet de retour à travers les rues scintillantes de Chicago lui donna l'impression de voyager entre 2 mondes différents. Derrière lui se trouvait tout ce qu'il avait passé 15 ans à construire, richesse, statut, pouvoir, le respect de personnes dont l'approbation avait autrefois semblé être la seule monnaie qui comptait. Devant lui se trouvait quelque chose d'infiniment plus précieux et de terriblement incertain. Il trouva Henri et Sophia dans le salon, engagés dans ce qui semblait être une bataille épique de jeux de société impliquant des dragons et de la stratégie médiévale. Henri leva les yeux quand Nathan entra, admirant son smoking formel. « Tu es super chic », observa le garçon. « C'était amusant, ta fête ?» « C'était instructif », dit Nathan en desserrant son nœud papillon avec soulagement. « Qui gagne ? » ?»« Maman me bat, mais j'apprends sa stratégie. Elle est vraiment douée pour anticiper. »« Ta maman est douée pour beaucoup de choses. » Alors que Nathan se changeait, son téléphone, bien qu'éteint, réussit à transmettre l'ampleur du chaos qu'il avait déchaîné. Les quelques aperçus qu'il eut des médias sociaux montraient son discours déjà viral, le cours de ses actions en chute libre, et le monde des affaires réagissant à sa confession publique avec le genre de désapprobation choquée habituellement réservé aux crimes financiers. Au cours de la semaine suivante, les conséquences devinrent claires. Le cours de ses actions chuta de 40%. Plusieurs investisseurs majeurs retirèrent leurs fonds. La fusion proposée avec Harper Textile fut reportée indéfiniment. Les partenaires commerciaux qui avaient courtisé ses faveurs pendant des années trouvèrent soudain des raisons d'éviter ses appels. Selon des estimations prudentes, sa valeur nette avait chuté de plus de 600 millions de dollars. Mais quand il rentrait chaque soir pour trouver Henri lui enseignant la stratégie des échecs, tandis que Sophia observait avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection, Nathan réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi riche de sa vie. « À quel point es-tu dans le pétrin ?» demanda doucement Sophia un soir, alors qu'Henri était absorbé par un puzzle. « Financièrement, pas mal. Socialement, je suis probablement persona non grata dans la plupart des cercles. Le regrettes-tu » Nathan la regarda vraiment, observant la façon dont la lumière de la lampe attrapait les fils d'or dans ses cheveux sombres, l'intelligence prudente dans ses yeux, la force qui émanait de chaque ligne de son corps, malgré tout ce qu'elle avait enduré. « Demande-moi encore dans 20 ans, dit-il. Quand Henri sera grand et confiant, sachant sans l'ombre d'un doute qu'il est aimé. Quand tu me feras assez confiance pour croire que certaines promesses valent la peine d'être tenues. Quand nous aurons construit quelque chose de réel ensemble, sur les ruines de ce que nous avons perdu. » Pour la première fois depuis qu'il les avait trouvés sur le perron, Sophia sourit. Un vrai sourire, doux et songeur, et plein de possibilités dangereuses. « 20 ans, c'est long, dit-elle. Je n'ai nulle part ailleurs où je préférerais être. » Henri leva les yeux de son puzzle, avec l'expression solennelle qu'il prenait lorsqu'il traitait des informations importantes d'adultes. « Est-ce que ça veut dire que tu restes avec nous pour toujours ? Si ta maman veut bien de moi. » « Maman ?» Henri se tourna vers Sophia avec des yeux pleins d'espoir.
On peut le garder? La simple question flotta dans l'air comme une prière. Sophia regarda Nathan, puis leur fils, voyant l'avenir se refléter sur leurs deux visages. Compliqué, incertain, mais construit sur l'amour au lieu des mensonges. On verra, dit-elle, mais sa voix portait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis 6 ans. L'espoir. Chapitre 7, Étoile et seconde chance. La guérison se produit dans l'espace entre les battements de cœur, quand deux âmes blessées choisissent de faire confiance malgré toutes les raisons de protéger leur cœur. La douleur frappa Sophia à 3 heures du matin, comme un éclair forgé d'os et de regrets. Elle retint un cri, ne voulant pas réveiller Henri, et chercha à tâtons les béquilles à côté de son lit. Les médicaments prescrits s'étaient estompés, et la fracture de stress qui aurait dû guérir irradiait à la place un feu dans sa jambe à chaque battement de cœur. Elle atteignit la cuisine avant que ses forces ne l'abandonnent, s'effondrant sur l'une des chaises coûteuses de Nathan tandis que Chicago scintillait derrière les baies vitrées, telle une constellation tombée sur terre. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix de Nathan la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, en pantalon de pyjama et en t-shirt, les cheveux en désordre d'une manière qui lui rappelait douloureusement les dimanches matins paresseux d'il y a 6 ans, quand le monde était plein de possibilités. « J'ai juste besoin de mes médicaments, dit-elle, luttant avec le bouchon de sécurité qui semblait conçu pour vaincre les personnes souffrant réellement. « Retourne te coucher. » Au lieu de cela, il s'approcha, prit doucement le flacon de ses doigts tremblants et l'ouvrit avec facilité. Il versa 2 pilules dans sa paume, puis remplit un verre d'eau et attendit patiemment qu'elle les avale. « Merci, dit-elle sèchement. C'est grave, ce soir? C'est gérable. Sophia. Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom, doux mais ferme, la voix de quelqu'un qui avait appris à voir à travers ses dérobades, fit craquer ses défenses. Ça fait plus mal que ça ne devrait, admit-elle. Le docteur Larson dit que c'est normal avec les fractures de stress qui ont été négligées. Mais normal ne rend pas la douleur moins vive. Nathan tira une autre chaise, sa présence à la fois réconfortante et troublante. Quand as-tu pris une dose complète pour la dernière fois pendant la journée? Je n'aime pas en prendre quand Henri est réveillé. Ça me rend confuse, et il a besoin que je sois vive d'esprit. Henri dort maintenant, et il n'y a rien de mal à avoir besoin d'aide parfois. J'ai eu besoin d'aide pendant 6 ans, dit-elle amèrement. J'en ai assez d'être quelqu'un qui a besoin de choses. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de choses. Tu es quelqu'un qui a fait l'impossible sans soutien, et ton corps exige enfin que tu ralentisses assez longtemps pour guérir. Les médicaments commençaient à émousser les arêtes vives de sa douleur, mais ils abaissaient aussi les murs qu'elle avait passé 6 ans à construire autour de son cœur. « Pourquoi es-tu si patient avec moi ?» demanda-t-elle. « Parce que je t'aime. Tu ne peux pas m'aimer. Tu ne me connais plus. » Ah non? Nathan se pencha en avant, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Je sais que tu fais des cauchemars où tu perds Henri. Je sais que tu vas le voir au moins 2 fois par nuit pour t'assurer qu'il respire encore. Je sais que tu lui gardes la dernière bouchée de chaque repas, même quand tu as encore faim. » Chaque observation la frappa comme un petit choc. « Comment sais-tu ces choses? » Parce que j'ai été attentif. Parce que je vois comment tu touches ta gorge quand tu es inquiète. Comment tu souris différemment quand tu penses que personne ne regarde. Comment tu murmures le nom d'Henri comme une prière chaque fois que tu penses que quelque chose de mal pourrait lui arriver. La justesse de ces observations était dévastatrice. Personne ne l'avait vu aussi clairement depuis des années. Peut-être jamais. J'étais si en colère, murmura-t-elle. Je sais. Quand Henri posait des questions sur son père, je passais des nuits blanches à planifier ce que je te dirais si jamais je te revoyais. Toutes les façons dont je te ferais comprendre ce que tu nous avais fait subir. Que voulais-tu dire? Les mots sortirent d'elle comme un poison extrait d'une blessure. 6 ans de rage et de chagrin réprimés, trouvant enfin une voix. Que t'aimer a failli me tuer. Que j'ai appelé ton bureau 19 fois en 3 jours après avoir découvert que j'étais enceinte, et qu'à chaque fois qu'on me disait que tu n'étais pas disponible, je mourais un peu plus. Que je suis resté devant ton immeuble jusqu'à ce que la sécurité me fasse partir, enceinte de 8 mois et assez désespérée pour supplier. Le visage de Nathan était devenu pâle à la lumière de la ville qui filtrait par les fenêtres. Que j'ai accouché seul parce que je croyais encore, même à ce moment-là, que tu viendrais si seulement tu savais. Que le premier mot d'Henri a été EPA, et que ça m'a brisé le cœur parce qu'il n'y avait pas de papa pour l'entendre. Que chaque étape importante me semblait être la preuve de ton choix de nous abandonner. Sophia.
Que le pire, ce n'était pas la pauvreté, ni l'épuisement, ni même la solitude. Le pire, c'était que je t'aimais encore. Malgré tout, je t'aimais encore, et je me détestais d'être aussi faible. Nathan resta silencieux un long moment, mesurant la profondeur de sa douleur. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'émotion. « Je dois te montrer quelque chose. » Il disparut dans le couloir, revenant avec son ordinateur portable. L'écran affichait un rapport d'enquêteur privé daté de 3 ans après la naissance d'Henri. « J'ai engagé cette agence différente pour te chercher, dit-il calmement. J'ai dépensé plus de 400 000 $ pour trouver la moindre trace de l'endroit où tu étais allé. Ils sont tous revenus les mains vides, comme si tu avais disparu de la surface de la Terre. » Sophia fixa la documentation de sa recherche, sentant quelque chose de fondamental changer en elle. « Tu m'as cherché. Pendant 3 ans. J'ai appelé chaque hôpital, chaque service social, chaque refuge d'ici à la Californie. J'ai engagé des enquêteurs pour retrouver tes liens familiaux, tes amis d'université, quiconque aurait pu savoir où tu étais allé. Mais j'étais ici, à Chicago. Je travaillais au centre-ville, je vivais dans ce même quartier. Je le sais maintenant. Les enquêteurs recevaient de fausses informations. On leur a dit que tu avais déménagé à Portland, que tu avais épousé quelqu'un, que tu avais spécifiquement demandé à ne plus avoir de contact avec ton passé. Qui leur a dit ça? Nathan lui montra d'autres documents. Des relevés bancaires révélant des paiements de compte Harper à 3 agences d'enquête différentes. Ils se sont assurés que je ne te retrouverai jamais. Et ils se sont assurés que tu ne me joindrais jamais. Nous avons été délibérément séparés. La preuve était accablante et exaspérante. Ils avaient été les pions dans le jeu de quelqu'un d'autre. Leur amour manipulé et leur fils privé de son père par des gens qui ne voyaient leur relation que comme un inconvénient financier. J'ai besoin d'air, dit-elle, le poids de 6 ans de colère mal dirigée lui oppressant la poitrine. Laisse-moi t'aider. Je peux. S'il te plaît. Quelque chose dans sa voix la fit accepter son aide. Il l'aida à aller sur le balcon, soutenant son poids avec une force douce tandis que Chicago s'étendait sous eux comme une carte de rêve brisée et de seconde chance. Lève les yeux, dit-il doucement. Le ciel était inhabituellement clair pour la ville. Des étoiles étaient visibles malgré la pollution lumineuse, dispersées dans l'obscurité comme des diamants sur du velours noir, ancienne, constante et magnifique. Mon grand-père me disait que les promesses faites sous les étoiles étaient les seules qui comptaient vraiment, dit Nathan. Il prétendait que les étoiles étaient témoins de l'amour humain depuis des millions d'années, et qu'elles connaissaient la différence entre les mots et la vérité. Sophia leva les yeux vers ce public céleste, se sentant petite, pleine d'espoir et terriblement vulnérable. Alors je te promets, sous ces étoiles, que je ne cesserai jamais de vous choisir, toi et Henri. Pas pour les affaires, pas pour l'argent, pas parce que c'est facile ou pratique. Je serai là quand Henri perdra sa première dent, quand il obtiendra son diplôme, et quand il ramènera son premier chagrin d'amour à la maison pour que nous l'aidions à guérir. Nathan. Je te promets que je passerai chaque jour du reste de ma vie à rattraper les années où je n'étais pas là. Je ne peux pas te rendre ces premiers pas, ces premiers mots, ou les nuits où tu t'es inquiété pour l'argent. Mais je peux te donner chaque jour, d'aujourd'hui à l'éternité, si tu me le permets. Des larmes coulaient sur ses joues, mais pour la première fois depuis des années, elles semblaient être source de guérison plutôt que de douleur. Je t'aime, murmura-t-elle. Je n'ai jamais cessé, même quand j'ai essayé. Quand Nathan l'embrassa, elle sentit le sel de leurs larmes mêlées, 6 ans de désir, et la possibilité dangereuse et merveilleuse d'un amour qui pourrait, cette fois, vraiment survivre. Au-dessus d'eux, les étoiles témoignaient de 2 cœurs choisissant l'espoir plutôt que la peur, la confiance plutôt que la sécurité, et la foi radicale que certaines choses, certaines personnes, valent le risque d'y croire à nouveau. La ville bourdonnait sous eux, indifférente aux petits miracles qui se produisaient 20 étages au-dessus de ces rues, 2 personnes retrouvant leur chemin l'une vers l'autre à travers les décombres des mensonges, grâce au pouvoir simple et transformateur d'un garçon de 6 ans qui n'avait jamais cessé de croire que les familles pouvaient être complètes. Chapitre 8, Petite main, grand rêve. Les enfants voient le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Et parfois, leur innocence est la seule boussole dont nous avons besoin pour retrouver notre chemin. La lumière du soleil matinal inondait les fenêtres du Penthouse alors que Sophia faisait ses premiers pas sans béquille depuis 10 semaines. La kinésithérapie avait été épuisante, chaque séance une bataille entre le désir de son corps de guérir et l'insistance de son esprit à considérer que dépendre de Nathan, même temporairement, était un terrain dangereux pour son cœur soigneusement gardé.
Maman, tu marches, cria Henri depuis l'autre bout du salon, où il avait construit une ville élaborée avec des blocs, des figurines et ce qui semblait être tous les coussins de l'appartement. Regarde comme tu marches bien. Sophia sourit, s'émerveillant de l'absence de douleur aiguë, de la liberté de mouvement qui lui donnait l'impression de sortir d'un long rêve compliqué. Le docteur Larson dit que je suis officiellement guéri. Est-ce que ça veut dire qu'on doit partir maintenant? La question la figea. Dans l'encadrement de la cuisine, Nathan s'était immobilisé, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire, mon cœur? Ben, tu as dit qu'on restait ici seulement jusqu'à ce que tu ailles mieux. Et maintenant, tu vas mieux. Alors. La voix d'Henri s'éteignit, sa logique de 6 ans créant un scénario qu'aucun des adultes n'avait voulu aborder directement. Sophia regarda Nathan, voyant sa propre incertitude se refléter sur son visage. Ils avaient vécu dans une bulle de domesticité temporaire, mais la guérison de Sophia avait toujours été la date limite tacite pour des décisions qu'ils avaient évitées. Henri, dit-elle prudemment, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? J'aimerais qu'on reste ensemble, tous les trois. Comme une vraie famille. Nous sommes une vraie famille, mon chéri. Mais les familles peuvent vivre de différentes manières. Mais je ne veux pas vivre de différentes manières, interrompit Henri avec la clarté passionnée que les enfants apportent aux sujets importants. J'aime vivre ici avec toi et Nathan. J'aime prendre le petit déjeuner ensemble, jouer à des jeux après le dîner et avoir quelqu'un qui me lit des histoires en faisant toutes les voix correctement. Nathan posa sa tasse de café et s'approcha. Henri, et si rester ici signifiait de grands changements? Et si ce n'était plus seulement temporaire? Quel genre de changement? Eh bien, j'aimerais t'adopter officiellement. Ça veut dire que je serai légalement ton père, pas juste quelqu'un qui tient à toi. Henri considéra cela avec son sérieux habituel. Est-ce que ça voudrait dire que je pourrais t'appeler papa au lieu de Nathan si je voulais? Et que tu viendrais aux événements de l'école, que tu m'aiderais avec mes devoirs et que tu m'apprendrais à conduire quand je serai assez grand? Oui, à tout ça. Et tu promettrais de ne pas partir, même quand je suis difficile ou que maman s'inquiète pour quelque chose? La question toucha droit au cœur de la plus grande peur d'Henri, que les adultes de sa vie disparaissent quand les choses se compliqueraient. Je te le promets, dit Nathan solennellement. Même quand tu es difficile, même quand maman s'inquiète, même quand je fais des erreurs, que je brûle le dîner ou que je n'arrive pas à t'aider avec tes devoirs de maths. Henri se tourna vers Sophia avec des yeux pleins d'espoir. Maman, tu veux que Nathan soit mon vrai papa? La question qu'elle évitait depuis des semaines flottait dans l'air entre eux. Sophia regarda Nathan, cet homme qui avait appris à faire des pancakes, à lire des histoires et à aimer son fils comme s'il avait été là depuis le début. Je pense, dit-elle lentement, qu'il est déjà ton vrai papa. L'adoption ne ferait que le rendre officiel. Le visage d'Henri s'illumina comme un matin de Noël. Vraiment? Même s'il a manqué la première partie de ma vie? Être un père, ce n'est pas être là depuis le début, dit Sophia, les mots la surprenant par leur vérité. C'est être présent quand on a besoin de toi et rester quand les choses deviennent difficiles. Comme toi, tu es ma vraie maman, même si tu ne m'as pas porté dans ton ventre comme d'autres mamans. Sophia cligna des yeux, confuse. Henri, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je sais, mais tu m'as appris qu'être le vrai parent de quelqu'un, c'est l'aimer et prendre soin de lui, pas seulement la biologie. Alors Nathan peut être mon vrai papa parce qu'il m'aime et qu'il veut prendre soin de moi, n'est-ce pas? La logique de cet enfant de 6 ans était impeccable et déchirante dans sa simplicité. C'est ça, dit Nathan, la voix étranglée par l'émotion. Si tu veux que je le sois. Je le veux. Mais j'ai quelques questions d'abord. D'accord. Est-ce que tu vas épouser maman? La question atterrit comme une petite bombe au milieu de leur discussion familiale. Sophia sentit ses joues rougir tandis que Nathan avait l'air de devoir résoudre un problème de calcul avancé. Henri, dit rapidement Sophia, ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Mais si, je dois m'en inquiéter, insista Henri avec la détermination têtue qu'il avait héritée de ses deux parents. Parce que si vous vous mariez, alors on serait vraiment une famille pour toujours. Et si vous ne vous mariez pas, alors peut-être que vous pourriez décider de ne plus vouloir vivre ensemble. Le mariage ne garantit pas que les gens restent ensemble, mon cœur. Je sais, David à l'école a des parents divorcés, et ils l'aiment tous les deux. Mais ils ont divorcé parce qu'ils ont arrêté de s'aimer. Vous et Nathan, vous vous aimez encore, n'est-ce pas? La vérité sort de la bouche des enfants. Henri, dit Nathan prudemment,
ta maman et moi sommes encore en train de définir notre relation. Mais quoi qu'il arrive entre nous, je serai toujours ton père, et je ferai toujours partie de ta vie. C'est une promesse qui n'a rien à voir avec le mariage. Mais tu aimes maman, n'est-ce pas? Énormément. Et maman, tu aimes Nathan, n'est-ce pas? Sophia se sentit piégée par la logique implacable et la foi innocente de son fils. Oui, je l'aime. Alors pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous marier et être heureux? Ça me semble vraiment simple. Nathan rit malgré la tension. La plupart des choses importantes semblent simples quand on a 6 ans. J'ai presque 7 ans, corrigea Henri, et je pense que les adultes compliquent trop les choses. Si vous vous aimez, que vous voulez vivre ensemble et prendre soin l'un de l'autre, alors vous devriez juste le faire. Et si on fait des erreurs? Demanda Sophia. Et si on se blesse parfois? Alors vous vous excusez et vous essayez de faire mieux. C'est ce que tu m'as appris. La simplicité de la chose était stupéfiante. Voici un enfant qui avait connu l'instabilité et l'incertitude pendant la majeure partie de sa vie, offrant une feuille de route vers le bonheur basé sur l'amour, le pardon et le courage de continuer à essayer. Henri, dit Nathan sérieusement, si ta maman et moi nous marions un jour, et si je t'adopte officiellement, voudrais-tu changer ton nom de famille? En quoi? Eh bien, tu pourrais être Henry Caldwell, ou Henry Turner Caldwell, ou garder Henry Turner. Ce qui te semble juste. Henri y réfléchit avec la gravité de quelqu'un choisissant une identité de super-héros. Je pense que j'aimerais être Henry Turner Caldwell. Comme ça, j'ai des morceaux de vous deux, et tout le monde saura que j'appartiens à vous deux. C'est un choix très sage, dit Sophia, sa voix se brisant sous l'émotion d'entendre son fils planifier sa place dans une famille qui semblait enfin permanente. Alors, quand est-ce que vous vous mariez? Demanda Henri avec l'attente pragmatique que les décisions, une fois prises, devaient être mises en œuvre immédiatement. Henri. Sophia se mit à rire. Tu ne peux pas simplement décider que nous allons nous marier. Pourquoi pas? Vous vous aimez. Je veux qu'on soit une famille, et Nathan veut m'adopter. De quoi d'autre avez-vous besoin pour vous décider? Nathan s'agenouilla au niveau d'Henri, les mettant face à face. Ta maman a besoin de savoir qu'elle peut me faire entièrement confiance. Ça va prendre du temps. Combien de temps? Tout le temps dont elle aura besoin. Henri se tourna vers Sophia avec le regard de quelqu'un attendant un délai raisonnable. Maman, de combien de temps as-tu besoin? Mise au pied du mur par son fils de 6 ans, entourée par les preuves de la vie qu'ils avaient construite ensemble au cours des 10 dernières semaines, Sophia sentit ses craintes soigneusement construites s'effondrer sous le poids de la simple vérité. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par voir ce que ça fait de rendre ça officiel. Nous trois, vivant ensemble, construisant quelque chose de réel. Comme une période d'essai, demanda Henri. Comme un engagement, corrigea Nathan. Envers toi. Envers cette famille. Pour trouver comment nous aimer de la bonne manière. Henri hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. Et si l'engagement se passe bien, alors peut-être le mariage plus tard? Peut-être, dit Sophia. Et pour la première fois, le mot ressemblait à une possibilité, et non à une peur. Bien, dit Henri, retournant à sa ville de bloc avec l'air satisfait de quelqu'un qui venait de négocier avec succès un traité important. Je vais organiser la fête d'adoption. Et le peut-être mariage. Je suis doué pour organiser les célébrations. Alors que Sophia et Nathan regardaient leur fils arranger sa famille de jouets dans leur maison de bloc, ils réalisèrent que parfois, les décisions les plus importantes ne se prenaient pas dans des moments dramatiques, mais dans des cuisines calmes, guidées par la sagesse d'un enfant qui comprenait que l'amour, en fin de compte, était vraiment très simple. Tu es là. Tu restes. Vous continuez à vous choisir, un jour à la fois. Chapitre 9, Fracture et foi. La vérité a une façon de brûler les mensonges comme le soleil à travers le brouillard. Mais parfois, la personne la plus difficile à convaincre de votre innocence est celle qui a été si profondément blessée que la confiance ressemble à une trahison. L'enveloppe arriva un mardi matin, remise en main propre par un coursier, pendant qu'Henri était à l'école et que Sophia essayait d'enseigner à Nathan les subtilités du pliage du linge. L'adresse de l'expéditeur indiquait Harper et Associés, service juridique, et le visage de Nathan devint pâle en l'ouvrant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophia, remarquant son expression. Nathan lut les documents 2 fois avant de répondre, sa mâchoire se crispant à chaque page. Amelia me poursuit en justice pour rupture de promesse et demande 200 millions de dollars de dommages et intérêts.
Rupture de promesse pourquoi? Elle prétend que nous avions un accord verbal pour fusionner nos entreprises par le mariage, et que mon rejet public d'elle a coûté à la famille Harper son avenir financier. Sophia sentit un froid s'installer dans son estomac. Est-ce qu'elle peut faire ça? Elle peut essayer. Nathan lui montra la deuxième liasse de papier. Mais plus important encore, elle a déposé une demande de garde d'urgence pour Henri. Les mots frappèrent Sophia comme un coup de poing. Pour quel motif? Elle prétend que je suis le père biologique et que ta période de sans-abrisme fait de toi une mère inapte. Elle soutient qu'Henri devrait être placé avec sa famille paternelle pendant que les tests ADN sont effectués. C'est de la folie. Elle n'a aucun droit sur Henri. Elle n'a pas besoin d'un droit valide, juste assez de manœuvres légales pour créer le chaos et nous forcer à aller au tribunal. Nathan froissa les papiers dans son poing. C'est de la vengeance, pure et simple. Sophia s'affaissa sur la chaise la plus proche, son pied fraîchement guéri se sentant soudainement instable. Combien de temps avons-nous? L'audience pour la garde est prévue pour la semaine prochaine. Elle demande un placement d'urgence, ce qui signifie que le juge pourrait statuer immédiatement. La semaine prochaine? La voix de Sophia monta presque jusqu'à la panique. Henri ne sait même pas que tout cela se passe. Comment lui expliquer que quelqu'un veut nous l'enlever? On ne lui explique pas. On se bat. Et si on perd? Nathan s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. On ne perdra pas. Amelia n'a aucune preuve réelle, et James Holt monte notre dossier contre les Harper depuis des mois. Ce procès va complètement se retourner contre elle. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je sais quelque chose qu'Amelia ne sait pas encore. Quoi donc? Nathan eut un sourire sinistre. Helen Brooks a gardé des copies de tout. Chaque document falsifié, chaque appel intercepté, chaque paiement effectué pour nous tenir séparés. Elle coopère avec les enquêteurs fédéraux depuis 6 mois. Avant que Sophia puisse répondre, l'ascenseur sonna. Il n'attendait personne, et le portier de Nathan était d'habitude méticuleux pour annoncer les visiteurs. Amelia Harper sortit comme si l'immeuble lui appartenait, vêtue d'un tailleur crème qui respirait la vieille fortune et arborant le genre de sourire confiant qui suggérait qu'elle avait tous les atouts en main. Amelia, dit Nathan en se levant pour se placer entre elle et Sophia. C'est une violation de propriété privée. Oh, je ne crois pas. Après tout, nous allons bientôt faire partie de la même famille. Son regard balaya la scène domestique, le linge plié sur le canapé, les dessins d'Henri sur le réfrigérateur, le désordre confortable de gens qui vivaient réellement ensemble. Comme c'est charmant, cette petite vie de famille. Que voulez-vous? Discuter de notre fils, bien sûr. Nous n'avons pas de fils. Vraiment? Amelia plongea la main dans son sac de créateur et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Je pense que vous trouverez ces documents très intéressants. Elle étala le contenu sur la table basse de Nathan avec une précision théâtrale, des résultats de tests ADN, des certificats de naissance, des dossiers médicaux et des photographies qui glacèrent le sang de Sophia. Ceci, dit Amelia en désignant un certificat de naissance daté de 6 mois, et Henry Harper Caldwell, né dans une clinique privée à Genève. Mon fils. Notre fils. C'est impossible, dit Sophia. L'est-ce vraiment? Dis-moi, Nathan, te souviens-tu de notre dernière nuit ensemble il y a 3 mois, après ce charmant dîner chez Alnia? Tu avais bu, tu t'apitoyais sur ton sort à propos de toute cette fantaisie domestique, et j'étais disponible. Vous mentez. Les preuves ADN suggèrent le contraire. Le sourire d'Amelia était acéré. Probabilité de paternité de 99,7%. Plutôt concluant, ne dirais-tu pas? Nathan étudia les documents, son visage passant de la confusion à une alarme grandissante. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, cet enfant aurait 6 mois. Henri a 6 ans. Oh, il ne s'agit pas de ton Henri, chérie. Il s'agit de mon Henri. Ton autre fils. Celui qui vit avec une nounou en Suisse pendant que j'attendais le bon moment pour le présenter à son père. Les mots eurent l'effet d'une bombe dans la pièce. Sophia sentit le monde basculer tandis que les implications la submergeaient. Vous êtes en train de dire que Nathan a un autre enfant, murmura-t-elle. Je suis en train de dire que Nathan mène une double vie, jouant à la petite famille avec toi, tout en maintenant sa véritable relation avec moi. Ce n'est pas vrai, dit désespérément Nathan. Sophia, tu dois savoir que ce n'est pas vrai. Mais Sophia fixait les photographies étalées sur la table.
Des images de Nathan entrant et sortant d'hôtel, dînant avec une femme blonde dont le visage était soigneusement dissimulé, enlaçant quelqu'un dans ce qui ressemblait à des moments intimes. Celles-ci ont été prises au cours des 3 derniers mois, continua Amélia d'une voix douce, pendant qu'il était censé se consacrer à vos petites retrouvailles familiales. Ce sont des faux, dit immédiatement Nathan. Des photos montées de toutes pièces avec des sosies. Vraiment? J'ai des témoins qui peuvent attester du contraire. Le personnel de l'hôtel qui se souvient avoir servi du champagne dans votre chambre, les serveurs du restaurant qui vous ont vu avec votre compagne secrète. Sophia sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Les photos semblaient réelles, les décors d'hôtel étaient authentiques, et la chronologie coïncidait avec les prétendus voyages d'affaires de Nathan. Je vais vous laisser le temps de digérer cette révélation, dit Amélia en rassemblant ses documents avec une efficacité bien rodée. Mais je veux que vous compreniez quelque chose clairement. Mon fils mérite de connaître son père, et franchement, je suis fatigué de partager. Elle marqua une pause devant l'ascenseur, se retournant avec un sourire qui aurait pu fendre le verre. Oh, et Sophia, tu devrais peut-être interroger Nathan sur son récent voyage à Genève. Juste pour satisfaire ta curiosité sur où il se rend vraiment lors de ses réunions d'affaires. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, laissant un silence qui ressemblait à la fin du monde. Sophia, dit Nathan prudemment, tout ceci est fabriqué de toutes pièces, chaque élément. Es-tu allé à Genève il y a 3 mois? Oui, mais pour le travail. Pour rencontrer des banques suisses afin de tracer les registres financiers des Harper. Je constituais notre dossier contre eux. Mais tu y étais quand ces photos ont été prétendument prises, quand cet échantillon d'ADN a été prétendument prélevé. Je n'ai jamais vu Amélia. Je n'ai eu de contact avec aucun enfant. J'y suis resté 18 heures, à suivre des transferts d'argent à travers 3 banques différentes. Mais le doute se propageait déjà dans la poitrine de Sophia comme un poison. Elle avait déjà vécu ça, faire entièrement confiance à Nathan, pour que cette confiance soit ensuite utilisée comme une arme contre elle. Les preuves semblaient convaincantes, la chronologie correspondait à son absence, et l'assurance d'Amélia suggérait qu'elle avait d'autres munitions en réserve. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Sophia calmement. Ne la laisse pas détruire ce que nous avons construit. Et si ce que nous avons construit n'est pas réel? C'est réel. Tu sais que c'est réel. Mais alors que Sophia regardait les photographies éparpillées sur la table basse de Nathan, preuve d'une trahison ou d'une fiction élaborée, elle ne pouvait dire laquelle, elle réalisa qu'elle ne savait plus rien du tout. Quand Henri rentrera de l'école, dit-elle d'une voix creuse, ne mentionne rien de tout ça. Je ne veux pas qu'il ait peur des batailles pour la garde, ou qu'il se demande si on peut faire confiance à son père. C'est notre fils, Sophia. Aucun tribunal ne nous l'enlèvera. Est-ce notre fils, ou est-ce juste mon fils et ton erreur? La question resta en suspens entre eux, tranchante comme une lame, coupant à travers la confiance fragile qu'ils avaient reconstruite au cours des derniers mois. Dehors, Chicago bourdonnait de vie ordinaire. Des gens allant au travail, des enfants jouant dans les parcs, des familles croyant en leur propre permanence, tandis que le monde se dérobait sous leurs pieds. Mais à l'intérieur du pantouse de Nathan, l'avenir d'un garçon de 6 ans était en jeu, tandis que les adultes qu'il aimait essayaient de séparer la vérité du mensonge, et se demandaient si l'amour seul était assez fort pour survivre, quand le passé revenait frapper à la porte avec des documents juridiques et des choix impossibles. Chapitre 10, Nouvelle fondation. L'amour n'arrive pas toujours avec des symphonies et des couchers de soleil. Parfois, il s'installe simplement dans les espaces calmes entre la peur et l'espoir, et décide de rester. Les résultats ADN arrivèrent 72 heures plus tard, livrés en main propre par l'avocat de Nathan à l'aube. Depuis le seuil de la cuisine, Sophia le regarda lire les documents, son visage passant par le soulagement, la justification, et quelque chose qui ressemblait à de la rage. Totalement fabriqué, dit-il sans lever les yeux. Le technicien de laboratoire a été payé pour falsifier les résultats en utilisant des échantillons de 2 personnes sans lien de parenté. Le fils d'Amélia n'existe pas. Le certificat de naissance est un faux, les dossiers médicaux sont faux, et la clinique suisse n'a aucune trace d'un enfant né d'Amélia Harper. Et les photographies? Une société de mise en scène professionnelle. La femme sur les images est une actrice engagée pour créer des scènes compromettantes en utilisant des angles de caméra et des sosies. Nathan croisa enfin son regard. C'était que des mensonges, Sophia. Chaque bribe. Le soulagement aurait dû être immédiat et immense. Mais au lieu de cela, Sophia sentit quelque chose de complexe s'installer dans sa poitrine. Pas tout à fait de la confiance, pas tout à fait du doute,
mais une lassitude née de l'espoir trop souvent retourné contre elle. Combien de temps t'a-t-il fallu pour prouver tout ça? 3 jours. J'ai mis des enquêteurs sur le coup 24 heures sur 24. 3 jours. Elle se dirigea vers la machine à café, ayant besoin d'occuper ses mains. Ça a dû coûter cher, de prouver ton innocence si rapidement. J'aurais dépensé tout ce que je possède pour clarifier ça. Vraiment? La question portait le poids de 6 ans d'abandon, de 10 semaines de reconstruction minutieuse, et de 3 jours à se demander si elle avait été une nouvelle fois dupée par un homme qui semblait trop beau pour être vrai. Oui, dit simplement Nathan. Parce que toi et Henri êtes les seules choses qui comptent. Même quand tu n'étais pas sûr. Même quand tu pensais qu'il pouvait y avoir un autre enfant qui avait besoin de moi. Nathan resta silencieux un instant, comprenant la question plus profonde qu'elle posait. Tu me demandes si je t'aurais choisi même si les affirmations d'Amélia avaient été réelles? Je suppose que oui. La réponse est oui. Même s'il y avait eu un autre enfant, j'aurais assumé mes responsabilités. Et je t'aurais choisi. Parce que ce que nous avons ne repose pas sur la biologie, ou l'obligation, ou qui est arrivé en premier. Ça repose sur l'amour. Sur la vie que nous construisons ensemble. Henri entra dans la cuisine, les cheveux en bataille dans 6 directions différentes et son pyjama froissé par le sommeil. Vous avez une discussion sérieuse? Un petit peu, dit Sophia prudemment. Sérieux bien ou sérieux pas bien? Sérieux bien, je crois, dit Nathan, regardant Sophia avec espoir. Henri grimpa sur son tabouret habituel et observa les adultes avec le genre de sagesse que les enfants de 6 ans possèdent parfois. C'est à propos de la méchante dame qui est venue hier? Tu as entendu ça? Demanda Nathan. J'écoute toujours quand les grands sont contrariés. Les enfants savent bien quand quelque chose ne va pas, Sophia sentit une fissure à l'intérieur de sa poitrine. Bien sûr, Henri avait entendu. Bien sûr, il avait absorbé la tension et la peur qui avaient rempli l'appartement depuis la visite d'Amélia. Henri, dit-elle doucement, qu'est-ce que tu penserais si les choses devenaient compliquées dans notre famille? Si des gens essayaient de nous créer des problèmes? Je penserais que les gens qui essaient de séparer les familles sont méchants et qu'ils ont probablement peur de quelque chose. Peur de quoi? Peur que si les autres sont heureux, ça les fait paraître tristes en comparaison. L'observation était d'une maturité surprenante pour un enfant de 6 ans, livré avec la sagesse pragmatique de quelqu'un qui avait appris tôt à lire les émotions et les motivations des adultes. Mais tu sais quoi, continua Henri. Je penserais aussi que si on s'aime et qu'on reste soudés, alors les méchants ne peuvent pas vraiment nous faire de mal, parce que l'amour est plus fort que la méchanceté. Sophia regarda son fils, ce garçon sage et magnifique qui était sorti d'années d'instabilité avec une foi inébranlable dans le pouvoir de l'amour et de la famille, et sentit ces murs si soigneusement construits s'effondrer. Tu as raison, dit-elle. L'amour est plus fort. Alors, on reste ensemble? Tous les 3. Sophia regarda Nathan, cet homme qui avait appris à faire des pancakes, à lire des histoires avant de dormir et à mener des batailles juridiques pour protéger leur famille, qui avait renoncé à une fortune pour être ici, qui avait prouvé son amour non pas par de grands gestes, mais par des choix quotidiens d'être présent, de rester, de continuer à les choisir. Oui, dit-elle. Nous restons ensemble. Henri poussa un cri de joie et se jeta de son tabouret, créant un câlin de groupe improvisé qui dura jusqu'à ce qu'ils rient tous, et la lumière du matin emplit la cuisine d'une chaleur dorée qui rendait tout possible. On peut rendre ça officiel? Demanda Henri quand ils se démêlèrent enfin. Genre, vraiment officiel avec des papiers et tout? Quel genre de papier? Demanda Nathan. Des papiers d'adoption et peut-être aussi des papiers de mariage, si vous êtes prêts pour ça. La suggestion flotta dans l'air comme un pont entre leur passé compliqué et leur avenir incertain. Henri, dit Sophia prudemment, l'adoption et le mariage sont de très grandes décisions. Je sais. C'est pour ça que j'y pense depuis des semaines. Vraiment? Oui. Et j'ai décidé que si Nathan veut m'adopter et que tu veux l'épouser et qu'il veut t'épouser, alors on devrait juste le faire parce qu'on agit déjà comme une famille. Alors autant le rendre réel. La logique était imparable et terrifiante dans sa simplicité. Et si on fait des erreurs? Demanda Sophia. Et si on se blesse parfois? Alors on dira pardon et on essaiera de faire mieux. C'est ce que font les familles. Nathan s'agenouilla au niveau d'Henri, les mettant yeux dans les yeux. Si je t'adopte officiellement, ça veut dire que je serai ton père légal pour toujours. Même si ta maman et moi ne sommes parfois pas d'accord sur certaines choses.
Même si notre famille n'est pas parfaite. Même si la vie se complique. Je sais ce que veut dire l'adoption, dit Henri. Ça veut dire que tu choisis d'être mon papa. Pas parce que tu dois, mais parce que tu veux. C'est exactement ça. Et si toi et maman vous vous mariez, ça veut dire que vous choisissez d'être une famille pour toujours, pas juste jusqu'à ce que ça devienne difficile. Exactement ça aussi. Henri se tourna vers Sophia avec des yeux pleins d'espoir. Alors, maman, es-tu prête à choisir pour toujours? En regardant le visage impatient de son fils, puis l'espoir prudent de Nathan, Sophia réalisa qu'elle était prête depuis des semaines. La peur avait été plus forte que sa volonté, mais elle n'avait pas été plus réelle. Oui, dit-elle, le mot lui faisant l'effet de sauter d'une falaise en plein ciel. Je suis prête à choisir pour toujours. 6 mois plus tard, le tribunal du comté de Cook accueillit le plus petit mariage de son histoire. Juste un juge, 2 témoins, et un porteur d'alliance de 6 ans qui prit son rôle si au sérieux qu'il s'entraîna à marcher dans le couloir pendant 1 heure avant la cérémonie. Vous, Sophia Turner, prenez-vous Nathan pour époux, pour l'aimer, l'honorer, et probablement vous disputer avec lui parfois, mais pour ne jamais l'abandonner? Oui, je le veux. Vous, Nathan Caldwell, prenez-vous Sophia pour épouse, pour la soutenir, la chérir, et certainement brûler le petit déjeuner de temps en temps, mais pour ne jamais cesser d'essayer? Oui, je le veux. Et vous, Henry Turner Caldwell, promettez-vous d'être le meilleur fils qui soit et d'aider vos parents à se souvenir que l'amour est censé être amusant? Oui, je le veux. Cria Henry, avant de chuchoter bruyamment, j'ai bien fait? Le juge sourit. Parfaitement. Ils signèrent le certificat de mariage et les papiers d'adoption le même jour, officialisant ce qui était vrai depuis des mois, que les familles ne naissaient pas seulement, elles étaient choisies, jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce que l'amour devienne plus fort que la peur et que l'espoir devienne plus puissant que le doute. Ce soir-là, ils étaient assis sur leur balcon, regardant Chicago scintiller dans l'obscurité en contrebas. Henry dormait entre eux après une journée épuisante à être le centre de l'attention. Des regrets? Demanda Sophia, jouant avec la simple alliance en or qui semblait avoir toujours appartenu à son doigt. À propos de quoi? D'avoir abandonné ton ancienne vie pour celle-ci. Nathan considéra sérieusement la question. Il y a 1 an, j'étais assis dans des restaurants vides, à avoir des conversations avec des gens dont je ne me souviens même plus des noms, à parler de marges bénéficiaires et de projections de marché. Je rentrais dans un pantouse vide et je m'endormais en me demandant pourquoi le succès avait un goût d'échec. Et maintenant? Maintenant, je me réveille avec un enfant de 6 ans qui m'explique pourquoi les pancakes ont besoin de pensées joyeuses pour bien cuire. Je passe mes soirées à me faire battre à des jeux de société par quelqu'un qui n'a pas perdu son sens de l'émerveillement. Je m'endors à côté de la femme que j'aime, à planifier des aventures en famille et à m'inquiéter des réunions parents-professeurs. Ça te fait peur? Ça me terrifie. Mais tu sais ce qui me faisait plus peur? La possibilité de manquer tout ça. La possibilité de passer le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'avais été assez courageux pour choisir l'amour avant tout le reste. Sophia se blottit plus près de lui, respirant l'odeur du foyer, de l'espoir et d'un bonheur durement acquis. Je t'aime, Nathan Caldwell. Je t'aime aussi, Madame Caldwell. Au-dessus d'eux, les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur première promesse timide continuaient leur danse ancienne, bénissant cette petite famille qui avait trouvé son chemin l'un vers l'autre à travers les mensonges, les peines de cœur, et le simple miracle d'un garçon de 6 ans qui n'avait jamais cessé de croire que l'amour pouvait réparer ce qui était brisé. Leur histoire n'avait pas été parfaite. Elle avait été interrompue par la conspiration, presque détruite par le doute, et sauvée par la foi radicale que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, même quand le combat semble impossible. Mais ils avaient survécu parce qu'ils s'étaient choisis, jour après jour, avec patience et pancake, et la compréhension que le véritable amour ne consistait pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un qui valait le travail magnifique et compliqué de construire une vie ensemble. Et à la fin, c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.